Messieurs, bonjour. Salut Guillaume, Naïm. Thierry, Salut. vous allez bien? Très bien. Vous avez fait bonne route? Oui. Bah, moi, je suis un local. Hein. Ouais. Vous êtes des Nordiques. Hein. On s'est rencontrés dans le Nord. On s'est rencontrés dans le Nord. Ouais. Moi, je suis un ancien nordiste et Guillaume est encore, Encore dans le, encore dans du le Nord. Nord. Il se fait rare. Tout à fait. C'est très, très difficile de l'avoir en présence, donc, en présentiel plutôt. Donc, vraiment. Tu nous fais cet honneur. Merci. Oui, bon. Ouais, c'est vraiment. Il y a 1 heure de train, donc C'est ça. ça va. C'est ça. Et toi, tu es venu en vélo ou pas? Je Ouais, me posais moi, la question. je me déplace qu'en vélo. Et ça me fait du cardio, c'est cool. Mais je fais plus de. Là, je suis redevenu agent immobilier de terrain et je fais plus de vélo qu'un livreur Uber Eats. Et franchement, c'est cool Ok. le terrain. Tu vois, quand tu es dans une tour d'ivoire à faire le start-upper, tu n'es jamais sur le terrain. Et en reconnecter avec le terrain, il n'y a rien de mieux Ça, c'est. avec son vélo. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et donc, toi, Guillaume, tu as pris le train, taxi, métro? T'aimes pas le métro? Non, à pied. Je pense qu'il y avait 20 minutes 20 minutes de marche à peu près ici à la gare du Nord. Donc, Bon, ça va. Si tu t'en es D'accord, sorti, on s'est fait un nombre de marches avec Guillaume. Enfin, tu vas redonner le contexte. Ouais, Hein, ouais, mais bien c'est sûr. vrai qu'on a beaucoup arpenté les rues de Lille, de Roubaix, de Tourcoing au début de l'aventure Mastéos. C'est ça, exactement. c'est ça. N'en dis pas trop parce que justement, ça va être le point suivant. Bon, je vais vous présenter un petit peu et puis après, vous allez nous raconter comment vous êtes connus, si ça vous va. Qui veut passer en premier pour la présentation? Guillaume, Thierry? On va faire Guillaume. Vas-y. Hein Bon. Alors- Ah non, mais c'est moi qui vais te présenter. Ok. C'est moi qui vais vous présenter. T'inquiète pas, t'auras assez. J'aurai mon moment de gloire. Tu auras assez le temps c'est ça, tu auras ton moment de gloire. Alors, encore une fois, merci d'être venu dans l'iceberg, les amis. C'est le premier épisode. Alors, mon cher Guillaume, comme on le disait précédemment, tu es originaire du nord de la France, là où les rayons de soleil se font très, très, très rares. Tu as 44 ans, marié, père de 3 enfants. Et en fait, tu t'es construit une carrière aussi solide qu'un iceberg en construisant tout ça de manière assez patiente, patiemment. C'est un peu ton mot, la patience, s'armer de patience. C'est vrai. Ce qui est intéressant avec toi, tu vas nous en parler, c'est que ton aventure dans l'immobilier a commencé à l'âge de 23 ans. À l'époque, alors tu n'étais pas encore professionnel de l'immobilier, mais tu travaillais dans une usine en tant que technicien de maintenance. C'est ça. Tu as bossé notamment chez Bonduel Mhm. et Paul, les boulangeries. J'espère que tu n'as pas trop mangé de croissants. On en a mangé un peu à l'époque. Mais je me doutais un petit peu. Ils sont tellement bons. Et du coup, tu as fait ça pendant 15 ans. Pendant 15 ans, tu as fait en sorte que les machines tourneront en posant les fondations de ton patrimoine patiemment. C'est un peu le mot, le mot du jour pour toi. Et puis en 2015, tu as pris un peu un virage. Tu as décidé de te lancer dans la partie immergée de l'iceberg, mais en tant que courtier en prêt. Ce qui a d'ailleurs révélé chez lui des talents d'accompagnateur et d'expert, hein, très Tout clairement. à fait. Et puis, tu as décidé d'aller un peu plus loin en 2021 en fondant ou cofondant, tu nous diras, la société Rantienco, qui est une société spécialisée dans l'immeuble de rapport, qu'on connaît tous un peu comme produit. Exactement. Voilà un peu pour Guillaume. Ça te va? Ouais, nickel. Bon, nickel. Tu peux témoigner aussi, non? Ouais, bah, j'allais y aller. Alors, sur ce parcours-là, finalement, du début à la fin, à part le démarrage qui était plutôt du salariat et ensuite de l'entrepreneur, en fait, ce qui a fait le déclencheur et le pivot, en fait, c'est les rencontres, tout simplement. Je n'étais pas forcément dédié à faire du prêt immobilier en tant que courtier. Ok. Je n'étais pas forcément prédestiné à faire de l'accompagnement en investissement locatif. En fait, c'est au fur et à mesure des rencontres qui forgent et qui donnent un attrait, en fait. Hein. Donc, j'ai fait 15 ans vraiment dans l'industrie en tant que technicien de maintenance. Ok. Ce qui était intéressant, c'est que de faire ce métier-là, ça me donne aussi une base technique qui est importante, que ça soit, on va dire que ça va me suivre un petit peu quand même par rapport à l'immobilier, en fait. Hein. D'accord. Parce que pendant que j'ai fait cette période de salarié, à côté de ça, j'investissais dans l'IMO. Et je le faisais un petit peu aussi en y travaillant moi-même. Ça veut dire quand il y avait des travaux. Vu que Tu mettais la main un peu à c'est ça. la pâte, quoi. Vu que j'étais dans le milieu des travaux, de la maintenance, etc., bien sûr. Il était assez aisé de pouvoir Mettre les mains dans le cambouis. acheter des petites choses et puis faire soi-même les travaux. Ok. Donc ça m'a donné un peu une expertise là-dessus.
Et ça m'a permis aussi d'avoir confiance à ce que j'achetais parce que derrière, j'avais aussi la vision, la maîtrise des travaux, qui est un sujet qui est non négligeable, on va dire. Bon, bah, très bien. Donc, Très bien. Voilà. N'en dis pas trop. Oui, hein, on va je creuser le suis sujet un peu élancé. C'est pour ça que je t'ai pas interrompu, Ouais, David. t'as raison. Je vais essayer de ne pas vous interrompre et vous laisser vous exprimer au maximum. Passons à Thierry, l'artiste. Thierry, tu es un peu le capitaine dans les eaux agitées de l'investissement locatif. Tu t'es forgé vraiment une réputation très solide dans le domaine de l'immobilier et de l'investissement locatif. Avant cela, tu étais, et tu es toujours, diplômé d'HEC Paris, parcours académique assez prestigieux. Et puis, tu as navigué un peu sur les marchés financiers londoniens avant de mettre le cap sur l'entrepreneuriat. C'est en 2019, après un peu une petite traversée du désert, et en ayant fait la rencontre d'une âme en peine. Tu parles souvent d'âme en peine. Tu parles de Guillaume ou de mon associé? Non, ton associé. Parce que Guillaume était une âme en joie. C'est Vraiment, ça. je l'ai rencontré au même moment que mon associé. Ça, d'ailleurs, on s'est associé techniquement avec Guillaume, qui était mon premier actionnaire. Ah, Oui. bon, vous allez nous raconter ça dans un instant. Ça, Ouais. je suis curieux de C'est savoir un peu partie justement des rencontres qui ont qui changé forgent un un peu peu le parcours. le Il nous refait parcours la scène qui fait d'Edouard des piliers. Baird dans Mission Cléopâtre. Je sais pas si tu vois cette scène où il dit Non. c'est une histoire de rencontre des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne savais pas, où je ne pouvais pas. Vous n'avez pas la ref Non, sur absolument le pas. scribe? Voilà, J'ai c'est à regardé ça Paris, tout à fait, si tu veux, tout à tout le fait. monde a cette ref des rencontres d'Edouard Baird dans Mission Cléopâtre. Mais Ah anyway, les auditeurs reconnaîtront cette scène évidemment. On pourra le mettre en lien ou en audio Oui. description, Et donc, du coup, avec cette âme en peine, tu cofondes Mastéos, qui avait pour objectif de transformer des petits cailloux dans la chaussure en de véritables pépites immobilières. Ascension fulgurante, parce qu'au bout de 3 ans, Mastéos était valorisé jusqu'à 150 millions d'euros. Plus de 1500 transactions. Ça, c'est énorme quand même. Et il y a une stat qui m'a vraiment impressionné, c'est... alors tu me corriges si je me trompe, mais plus de 5000 inscrits sur votre plateforme de manière mensuelle. 5000 nouveaux inscrits chaque mois. Ça fait quand même du monde au bout d'un moment. Je trouve que c'est assez solide. En parlant de solidité, même les plus gros icebergs peuvent un peu chavirer. Surtout que je me suis pris un iceberg. Oui. Ouais, pour le coup, ouais, c'est ça. Exactement. En décembre 2023, c'est là où ça bascule avec le placement en redressement judiciaire de Mastéos. Suite à cette fameuse crise de l'immobilier, on a tous un peu vécu ces taux d'intérêt qui ont flambé. Et puis, voilà, te voilà aujourd'hui, toujours résilient. On t'a vu dans plusieurs podcasts d'ailleurs. On t'a également croisé dans les médias, notamment chez BFM Business, avec un passage assez remarqué et très sympa. Et donc voilà. Voilà pour toi, Thierry. Est-ce que tu savais que tu avais un homonyme? Non. Vas-y, Il y a un prof de droit. C'est ça, un prof de droit qui publie. À l'ESSEC, et il a écrit un livre de droit international privé. C'est ça. Et je fais exprès de le faire traîner je le faisais traîner au bureau pour faire croire aux gens que j'avais écrit un livre de droit international privé pour qu'ils me respectent un minimum intellectuellement. Voilà, mais je le salue d'ailleurs. Ok, bonjour monsieur Vignal. Professeur Vignal. Professeur Vignal. Ok. Bon les amis, maintenant j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir comment vous vous êtes connus. On parlait de connexion juste avant. Qui veut s'y coller, Thierry? Tu veux peut-être. Ouais, non, mais pour redonner le contexte, ce qui est incroyable, on parlait de l'attelage Guillaume, Naïm et moi. En fait, quand j'ai créé Mastéos en 2019, j'étais tout seul, j'étais une âme en peine. J'ai rencontré mon cofondateur Maxime, mais j'ai surtout rencontré Guillaume. Parce que quand j'avais fait de la finance à Londres, je suis rentré, je n'avais pas gagné d'argent et donc je repartais de zéro. Je me suis mis dans un bar PMU avec Maxime, mon cofondateur. Ça, c'était début 2019. Et à ce moment-là, on a nos premiers clients. Je t'en rappelle, Adrien Magdelaine et tout, que j'avais trouvé sur LinkedIn. Et à l'époque, les gens voulaient aller investir dans le Nord parce qu'il y a beaucoup de rendement dans le Nord. C'est moins cher et donc c'est plus rentable. Et donc, j'ai suivi la tendance et je suis allé à Lille. Et à Lille, je suis tombé sur Guillaume, qui est investisseur, marchand de biens, courtier. Et il a un pouvoir de séduction absolument hypnotisant. Et donc, il m'a complètement brainwashé et je l'ai suivi aveuglément. Et j'ai bien fait parce que c'est une rencontre qui est à l'origine de Mastéos. Et c'est vrai que c'est une rencontre complètement fortuite et hasardeuse et de deux mondes qui se rencontrent jamais, en fait. Et c'est grâce à ça que Mastéos est né. On a fait un premier immeuble. Bon, alors, j'ai fait... On est parti trop sur le rendement, je pense, au démarrage. On s'est un peu égratigné sur les immeubles de rapport du Nord parce qu'on était un peu agressif au début. On allait chercher les moins chers, les plus rentables. C'est l'erreur du débutant. C'est l'erreur du débutant, du Parisien qui débarque à Roubaix et qui se dit « Oh là là, prix les sirènes du rendement, le prix au mètre carré est très bas, mais il ne connaît pas Roubaix. » Le cash flow
En veux-tu, en voilà. Voilà, donc Guillaume m'a évité certaines erreurs, mais je me suis égratigné sur certains immeubles et on a appris ensemble. Et quand je lui ai dit, écoute, moi je fais un site internet dans l'immobilier, tu sais, au début c'était vraiment sans aucune ambition. J'étais dans un bar PMU à côté des toilettes, à appeler des clients, il y avait le bruit de la chasse d'eau à côté, il y avait Maxime qui codait le site, et moi je faisais des allers-retours à Lille-Roubaix avec Guillaume. Et j'ai lancé ça et je lui ai dit, écoute, je fais une petite levée de fonds. Vraiment modeste. Si tu veux mettre un ticket, aide-nous, ça nous permettra de passer à la vitesse supérieure. Et ce qui est drôle, c'est que Guillaume et toi, tu m'as vu au tout début, on ressemblait à rien, on n'avait même pas de bureau, on était au RSA Porte d'Italie avec mon associé, donc on était vraiment des gros losers. Et on n'avait aucune ambition sur Mastéos. Et on a encaissé notre première commission quasiment fin 2019, début 2020. Donc c'est-à-dire que le premier centime que j'ai encaissé sur le compte, c'était début 2020. Et en 2022, on était 400 salariés. Ah oui, mais c'est l'accélération la plus fulgurante de l'histoire de l'immobilier moderne, quoi. C'est pour ça que les gens retiennent l'aventure Mastéos, parce que c'est la boîte qui a grossi le plus vite qui soit possible. En 2 ans, enfin entre 2020 et 2022, donc plutôt 3, on est passé de 0 à 400 salariés, de 0 à 25 millions de chiffre d'affaires, de 0 à 150 millions de valo. C'est une ascension fulgurante. Le problème, c'est que, et Guillaume est le premier, je sais que tu tiens à le dire, le I told you so, je t'avais prévenu. C'est vrai que Guillaume, pendant toute cette ascension fulgurante, n'a pas arrêté de me dire sois plus centimier, sois plus regardant, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Ouais, parce que lui, il est devenu actionnaire et ami, et il avait ce devoir de conseil. Et évidemment, je l'écoutais, mais de l'autre côté, je me suis engouffré dans un track, dans un écosystème du venture capital sur lequel on n'est pas sur les règles du jeu de la PME. Dans le venture capital, c'est comme des stéroïdes pour ceux qui font de la musculation. D'accord. On t'injecte des stéroïdes pour que tu ailles plus vite, pour que tes muscles grossissent plus vite, au détriment de la santé de tes organes. Et c'est malheureusement le jeu auquel on a joué. C'est un jeu très excitant. On a vécu une aventure de dingue. Il y a des montagnes russes, une adrénaline qui est inégalable à l'échelle d'une vie humaine. Mais forcément, quand tu grossis si vite, enfin quand je grossis si vite avec Mastéos, malgré tous les signaux d'alerte de Guillaume, on avait une structure de coût qui, à la fin, était irréductible, si tu veux, qui était, quand tu as 400 salariés et que le cycle se retourne avec la hausse des taux, bah, tu es vraiment le Titanic qui avance, qui voit l'iceberg, mais il sait qu'il ne pourra pas tourner à temps, parce que passer de 400 à 50 salariés en droit français, c'est littéralement impossible. Ça doit coûter pas mal d'argent. Et malgré tous nos efforts, on n'a pas réussi à downsizer, on n'a pas réussi à réduire la structure de coût à la vitesse d'effondrement du marché immobilier à l'époque. Ce qui s'est effondré d'un coup. En gros, entre mars et avril 2023. On a fait x4 en termes de taux d'intérêt. Ouais, on est passé de 0 à 6% sur les taux, j'arrondis. Et, quasiment ça s'est fait c'était violent, quoi. En un temps très court. Ouais. Et forcément, quand les gens... Je peux pas pivoter avec une boîte comme ça. Nos clients, nous, sont très sensibles à ce taux, surtout passer un certain palier, parce que mon rendement triple net sur l'investissement locatif servi à mes clients, c'était du 4. S'ils empruntent à 6, il y a un problème. C'est-à-dire que tu perds de l'argent. Donc, c'est même pas qu'on avait moins de clients, c'est que les clients sont disparus. Et puis même l'accès au crédit. Il n'y avait plus d'accès au crédit. En fait, j'avais plus de clients. C'est comme Big Mama pendant un confinement. Tu as un restaurant, tu n'as plus un seul client qui passe la porte. Franchit la porte. Et c'est pour ça que ce qui choque les gens dans l'aventure Mastéos, c'est comment tu peux faire faillite alors que tu as levé 60 millions d'euros. Comment c'est possible? Et Guillaume est le premier à me le dire. Et en fait, c'est possible parce que cet argent levé, il n'est pas destiné à être placé sur un livret A. Il est destiné à être dépensé dans de la pub, du staff et des nouveaux bureaux. C'est ça les règles du venture capital. C'est on te file de l'argent pour que tu grossisses vite. Et arriver à 400 salariés avec 20 bureaux et 3 pays ouverts, quand le cycle se retourne, quand on passe de 150 ventes en mars à 40 en avril, il n'y a plus de rentrée d'argent et il n'y a plus qu'à fermer boutique. Et puis il n'y a plus personne pour mettre au pot aussi. Et évidemment, on ne remet pas au pot sur un marché qui n'existe plus. Donc là, vraiment, je suis en avril, je vois l'iceberg, je sais que j'ai plus de trésor en novembre. Mais je sais que j'aurai pas le temps de restructurer la boîte et c'est juste pas possible. On va y revenir dans un instant. Moi, j'aimerais juste avoir comment tu l'as vu toi de l'extérieur? Alors, d'extérieur depuis ton village, parce que ça s'appelle comment ton village? Je suis sur le secteur d'Éther, donc c'est une petite commune qui est pas loin de Lille. Ouais, c'est ça, 20-30 minutes de Lille. Petite commune de 6000 habitants. T'avais jamais rencontré de personnages comme Thierry auparavant? Pense. Non. Non, c'est sûr. C'est un Pokémon. Il était là, Pokémon Go, à chercher Ce qui était intéressant avec Thierry, c'est qu'il donne beaucoup d'énergie. Et c'est ça que j'ai surtout capté. Alors, je reviens vraiment à la genèse.
c'est quoi l'élément qui a fait que vous avez été mis en relation? T'étais Vous êtes vendeur trois- d'un immeuble. je me J'étais rappelle. vendeur d'un immeuble. Et moi acheteur. Voilà, D'accord. tout Et il y avait simplement. une intermédiaire qui Il y s'appelait avait un Laurie. intermédiaire entre deux et de fil en aiguille, en fait, il y avait une problématique à ce financement. moment-là de financement et j'étais dans le courtage en prêt à ce moment-là. Donc j'étais plutôt à aider Thierry. Au début, il n'y avait pas de vision de revenus ni rien. Je t'ai aidé un petit moment et je sais qu'indirectement, quand tu aides quelqu'un, à un moment donné, tu as un retour en fait. Et j'avais donne vu un ressort. peu le mindset de Thierry et je savais que derrière, j'investissais mon temps. Je faisais un peu le chauffeur pour lui, on se baladait à droite, Ça, à c'est vrai gauche. que- Non, Je lui mais, demandais mec, rien on du s'est tout. fait tous les villages et les communes du Nord. Honnêtement, tous les Ouais. Hauts-de-France. On est allé Ah ouais, à on en a fait Dunkerque, pas on est allé mal. à Berg, Béthune, À Berg. Béthune. à Berg, à Berck aussi, je sais plus. Non, mais Oui. on les a Ouais, tous Berg, fait. On a ouais. dû s'en faire une cinquantaine. C'est Ouais, un ouais. truc de malade. On a fait des immeubles dans toutes les villes, peut-être pas 50, mais c'est Non, pas incroyable. 50, On a mais sillonné. on les avait quand même Hauts-de-France. ciblé un peu ce qu'on voulait faire quand même, mais on en a fait beaucoup. Hein. Et Et maintenant, je suis on a expert blacklisté. Hauts-de-France après. grâce à Guillaume. C'est Et mon guide touristique. Expert Pendant en 4 baraque à ans, frites aussi ou pas? Ouais, on s'est fait, Ouais, on s'est fait la baraque à frites Un peu plus d'Armentières. de bière que de frites, mais Ouais. Ouais, ça m'étonne pas trop. donc non, mais C'est marrant quand même ce genre de rencontre quand même. Ah, Ouais. incroyable. Qui change un peu une vie. Et surtout sur des univers qui coexistent pas d'habitude, quoi. C'est le choc des à deux mondes. À Ether, Ouais. tu n'as pas d'entrepreneur du sentier qui lève 60 millions qui passe là par hasard. Et en fait, ah non, cette rencontre, elle est incroyable parce que moi, j'ai beaucoup appris de toi. J'espère que tu as appris de moi, enfin, en tout Ah cas, oui, des oui, erreurs. on était assez complémentaires finalement. Et on s'est vachement enrichis l'un l'autre. Parce que Guillaume, c'est peut-être pour ça que tu nous invitais aussi. On est les opposés en termes de stratégie de exactement construction patrimoniale. Ouais. Moi, je suis dans l'hypercroissance, dans les stéroïdes financiers. Et Jourdain, c'est la patience incarnée. Oui. Et donc, il se construit un patrimoine qui Vision d'ailleurs long est terme. magnifique. Hein, je crois que ça se chiffre en millions. Petit à Tout petit. à fait. Et alors que tu es ouvrier de base. Tu vois. Oui, Enfin, j'ai démarré au bas de l'échelle et j'ai monté au ouvrier, fur et à mesure un barreau à la fois. pas de diplôme, monté- un pied mais devant l'autre. C'est ça. Et puis Vraiment c'est- un peu Kaizen, quoi, vraiment doucement. Il y avait pas Et de. c'est le lièvre et la tortue. En fait, si tu n'as pas besoin de diplôme pour construire un patrimoine de plusieurs millions d'euros, tu as besoin de mettre un pied devant l'autre et de faire les choses proprement, être centimier, Étape par calculer tes étape. coûts. Et en face de toi, tu as l'exemple du Parisien flambeur qui a levé 60 millions et qui s'est brûlé les ailes. Et finalement, la morale de cette fable de La Fontaine qu'on incarne tous les deux, c'est le lièvre et la tortue. Et finalement, vous voulez devenir millionnaire, prenez le temps, laissez le temps au temps, mettez un pied devant l'autre et les raccourcis vous crament les ailes. Ouais, surtout au niveau satisfaction client. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à être gros, c'est difficile de pouvoir satisfaire la Ouais. clientèle. Tu vas avoir beaucoup de nouvelles recrues. Tu Bah, c'est vas surtout que embaucher ton client, beaucoup. c'est ton actionnaire. C'est-à-dire que moi, Mastéos, quand j'ai levé 60 millions, la personne, en fait, évidemment, c'est mon client que je dois adresser en premier, mais la Ouais. personne qui me met le plus de pression, c'est l'actionnaire, c'est pas le client. Et du coup, ça crée un effet très pervers où la bande passante du management, elle est dédiée à la satisfaction des actionnaires avant d'être dédiée à la satisfaction des clients. Ouais. C'est pour ça que c'est un modèle qui Ils ont est pas la assez vision. malsain à ce niveau-là. Ils n'ont pas forcément la bonne vision, enfin les actionnaires, non, sur Et en plus, le marché réel, ce que les attentes, les contraintes. Exactement. C'est un écosystème et c'est marrant parce que là, on tourne le podcast dans le 2e arrondissement qui est à l'épicentre de l'écosystème C'est ça. d'ici parisien. Ouais. C'est très ghettoisé. C'est déjà une autre langue. Si tu veux lever des fonds, il faut apprendre. C'est pas de l'espéranto, c'est une autre langue, c'est la langue du VC. C'est j'aimerais que tu me fasses un market sizing et que tu me calcules ton ARR et tes unit economics. Est-ce qu'elles tournent? Du Est-ce que chinois t'es- pour certains. et ouais. Oui, est-ce que tu es carrément. plutôt sur un play d'hypercroissance de ta top line ou tu es plutôt sur de la bottom line? Dans ce cas, tu es plus sur un play P. Enfin, tu vas faire un précide bridgé en série A. Il n'y a pas un mot que tu peux comprendre. Et déjà, il faut faire l'effort d'apprendre cette langue. Et c'est vrai que quand tu vis à Ether, tu n'as pas de cours de langage VC. Carrément. Et c'est pour ça que c'est assez exclusif comme milieu et c'est malsain parce que c'est très parisiano-parisien. Deux, ça se fait au sein d'un quartier dans Paris. C'est-à-dire que si tu vis dans le 18e, tu rencontres pas les VC. Si tu vis dans le 11e, c'est peut-être une que tu autarcie, rencontres. quoi, Non, c'est c'est vraiment- sentier. C'est aller à Hoxton, rencontrer les bonnes personnes, parler leur langage. Voilà. Et donc ça, j'ai appris à le faire en 2019, 2020. Je me suis formé. Mais c'est vrai que c'est un écosystème qui exclut les gens qui sont pas de cette zone équipe, géographique et qui n'ont pas appris ce langage et qui n'ont pas le bon diplôme, etc. Mhm. Et pourtant, dans l'aventure Mastéos, on a des gens
qui viennent de milieux qui ne sont pas ceux-là. Guillaume, tu es le premier, tu es ouvrier de formation. Tout à fait. Tu as ton bac, je ne sais pas si tu as fait un truc Oui, un après. bac en maintenance générale. Bac en maintenance générale. Jérôme Manuguera, qui est un de mes cofondateurs, c'est un plaquiste de Metz. Je ne suis pas certain qu'il ait son bac. Il a réussi à gagner plusieurs millions d'euros dans l'histoire Mastéos. Et tu vois, tu peux finalement ne pas être le HEC catho parisien blond aux yeux bleus typique, ultra formaté, et quand même réussir dans ce milieu-là. Donc il faut éveiller des vocations en dehors de ce petit milieu, quoi. Montrer que tout est possible. Et Guillaume en est l'incarnation. Tout à fait. Non, c'est vrai, clairement. Ok, très bien, très bien. Question simple, question bête. Comment s'est passé un peu pour vous l'année 2024 ? Comment vous l'avez vécu ? Peut-être un peu plus pour toi, Thierry, qui a été mis à rude épreuve. C'est sûr. Une année assez intense, je pense. Ton côté, à toi Moi, c'était la traversée du désert, ça l'est toujours. Okay. Tu peux m'appeler le Touareg. Je vais de dune en dune. J'ai pas d'eau. Je vois des mirages. J'essaye de me ressourcer. J'envoie souvent des WhatsApp à Guillaume pour qu'il me dépanne 2 000 euros pour que je puisse passer le mois. Non, c'est vraiment la cata financière et malheureusement, c'est les risques de l'entrepreneuriat. Quand tu es entrepreneur, dirigeant de société, tu n'as pas de filet de sauvetage, tu peux pas postuler, accéder au chômage. Tu n'as rien, tu n'as aucun filet de sécurité. Ta boîte, elle ferme. Non seulement moi j'ai beaucoup de contentieux juridiques qui sont liés à la faillite et donc je dois me payer les avocats, mais j'ai pas d'argent. J'ai pas vendu de parts, j'ai pas gagné d'argent sur Mastéos et j'aurais beaucoup culpabilisé si je l'avais fait. Certains ont gagné un peu d'argent, beaucoup en ont perdu, il y a eu beaucoup de victimes et moi ça fait 1 an que j'essaye déjà de réparer un maximum de choses vis-à-vis des gens qui sont victimes de cette faillite, mes proches, mes amis, certains clients, trouver des moyens de survivre financièrement. Et essayer de me reconstruire personnellement et psychologiquement, bien sûr, parce que c'est un moment très dur. Je suis seul face à un juge avec toute la pression médiatique, financière, actionnariale, juridique. Tu n'étais pas préparé à ça, finalement ? Si, parce qu'en fait, comme je suis monté très vite, très haut, il y a un niveau de pression auquel je suis habitué qui me permet aussi de vivre les moments de tempête. Mais le stress judiciaire, le stress financier, est très fort et les gens de cet écosystème du restructuring des procédures collectives des faillites m'ont tout de suite prévenu. On a vu beaucoup de dirigeants se suicider. Faut pas le prendre à la légère. Tu vas passer par les 3D. Alors, c'est quoi les 3D ? Alors, les 3D, c'est dépression, dette, divorce. Et effectivement, j'ai connu les 3 à un certain niveau. Tu vois, j'ai déprimé forcément. Dette, j'ai plein de dettes, notamment envers Guillaume. Toi, je sais pas si tu m'as avancé du pognon. Non, si jamais tu as 1 000 euros qui traînent, n'hésite pas parce que là, je ne peux pas. Mon mois de décembre, il n'est pas financé. Et divorce, c'est vrai que c'était très très dur avec ma famille, avec ma femme, parce que du coup, pas de revenus pendant 1 an, quoi. Oui, et puis ça, en fait, tu vois, ça, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est qu'on n'en parle pas assez. En fait, on a trop cette vision du. Il est monté au sommet, il était valorisé X millions. D'ailleurs, ça devait faire tourner la tête, non ? D'être valorisé 150 millions, ça fait pas. Tu te sentais comment le matin quand tu te levais ? À ce moment-là, c'était l'euphorie, c'est normal. Oui, c'était un peu le Loup de Wall Street ou pas ? Ouais, c'est ça. En vrai, c'est un niveau d'adrénaline qui est. Ça doit être fou, quoi. Qui est assez intéressant à vivre. À l'échelle d'une vie humaine, c'est la pyramide de Maslow. Tu sais, tu commences par satisfaire tes besoins primaires, essayer de te nourrir. Ensuite, tu essayes d'avoir un peu d'affection quelque part. Et ensuite, tu essayes de t'accomplir en haut de la pyramide en tant qu'être humain. C'est le truc ultime. Et moi, j'ai commencé par le haut de la pyramide. C'est-à-dire que j'ai cette chance, c'est d'avoir l'impression de m'être accompli dans cette aventure Mastéos, d'avoir rempli mon destin, quoi, d'une certaine manière, parce que et d'avoir vécu un truc que peu d'hommes ont pu vivre en termes d'intensité. Si peu de temps. En si peu de temps. Et c'est vrai que quand tu arrives au bureau et que tu as des centaines de salariés, que tu as le ministre du Logement qui venait me voir au bureau, tu vois, tu as le ministre du Logement qui vient à mon bureau, qui se déplace à mon bureau. Et je parlais à toutes les stars du secteur. J'ai le patron de Nexity qui m'envoie des SMS. J'ai à peine 30 ans, quoi. J'étais sur les plateaux BFM toutes les 2 semaines, M6, TF1, et donc forcément ça monte à la tête. Et Guillaume était là aussi pour me temporiser, pour me mettre un peu les glaçons pour te rafraîchir, rafraîchir un peu et te dire pour me ramener sur le terrain à la ça n'a pas marché, mais oui, après c'est vrai que j'avais une vision en fait d'une montée très rapide avec un manque de consolidation en fait, tout simplement. Moi j'avais tendance à dire à Thierry, à un moment donné, essaye de consolider sur ce niveau. Et ensuite, aller sur l'étape un peu suivante, c'était un peu la vision, essayer d'avoir des bases un peu plus solides.
Et c'est vrai que là, en plus, on était dans un moment où il y avait vraiment beaucoup de demandes. Donc, Le fruit du l'adrénaline. marché, tout ça. Je me souviens d'un mois de juin où tu fêtais tes 200 offres ou Ouais, ventes. on a fait 200 axes, c'est-à-dire qu'on faisait une vente par heure. C'était violent. Au Quoi. début, on faisait une vente C'est par dingue. mois. En 2020, on faisait une vente par mois. Puis après, on est passé à une vente par semaine, puis une vente par jour. Et c'est vrai qu'en 2022, je crois, à mi-2022, on faisait une vente toutes les heures. Toutes les heures, il y avait une vente. Ah, c'est énorme. Donc, C'est énorme. Forcément, Ouais. de son point de vue, cette croissance, elle était élancée. Donc, il était là justement Oui, ça à donnait partir. raison. Ça donnait raison un peu à Ça- cette Ça excitation. donnait raison. Et moi, j'avais une vision quand même à dire à un moment Un peu plus à prudente. Thierry. Ouais, j'ai toujours une Ralentir base un peu. assez prudente à dire fais attention quand même, essaye de consolider sur ce niveau-là, de tenir un petit peu et ensuite passer au-dessus. Quoi. Et tu vois, Et ça, c'est un regard extérieur qui est plus facile à dire, forcément. Oui, Bon, il n'y a forcément. pas Quand l'énergie, t'es pas dedans, c'est toujours l'excitation. facile. Moi, je suis quelqu'un qui regarde ça un petit peu. non, mais c'est surtout, télé, en non, mais plus. évidemment, c'était la bonne chose, c'était le bon message à faire passer, mais C'était dur à entendre. c'est ignorer la pression actionnariale que subit le dirigeant qui a levé. Moi, les gens qui ont mis de l'argent, ils l'ont mis pour que je fasse x3 sur mon chiffre d'affaires chaque année. Oui, donc il fallait Et investir. quoi. quand on te, voilà, la règle, c'est je te donne 60 millions, mais en échange, tu dois faire x3 sur ton chiffre d'affaires chaque année jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ça la règle du VC. Et donc le message de Guillaume, il résonne évidemment, mais à ce moment-là, moi, j'ai des règles du jeu qui sont pas celles-ci. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, il faut plus de Guillaume dans les boards des startups parisiennes. Dans le sens où il faut plus de gens de terrain. Ouais. Surtout quand on est sur, Bien sûr. alors, quand on est sur des SaaS d'intelligence artificielle, je ne pense pas que Guillaume ait beaucoup Pas du de valeur ajoutée. En revanche, quand tu es sur des boîtes qui ont une forte composante opérationnelle, le problème sur l'écosystème VC tech parisien, c'est qu'on va essayer de placer des stars au board. Il y a beaucoup de marketing financier. Donc, tu te retrouves avec des super restas. Tu as le CTO, cofondateur de Conto, tu as des numéros 3 d'accord, tu as le patron de je ne sais pas quelle boîte, mais en fait, tu n'as personne qui est plaquiste de formation, qui a le t-shirt, la plateforme du bâtiment et qui arrive au board et qui te dit mon gars, les plaques de BA13, ça scale pas comme de l'intelligence artificielle, donc on se calme. Et en fait, tu vois, qui te remettent un peu un rappel de réalité. Et nous, on n'avait pas assez de plaquistes au board, on n'avait pas assez de Guillaume Jourdain, pas assez d'hommes de terrain, Pourquoi et on avait trop de stars de la tech. Et pourquoi au bout d'un moment, les portes ne sont pas ouvertes, justement, ils n'ont pas pris conscience à un moment donné, de se dire, OK, il faudrait diversifier un peu. C'est un modèle. Le modèle VC, il marche bien. Après, je peux comprendre parce qu'ils ne connaissent pas ce milieu-là. Donc, ils sont plutôt orientés financiers, à essayer de scaler un peu le marché. Forcément, sur toute la partie opérationnelle, on ne voit pas les difficultés. Et les difficultés sont assez nombreuses parce qu'il y a les devis qui sont mal pricés par rapport à ce qu'on avait prévu au début sur les devis, parce qu'il y a forcément des imprévus. Ouais. Sur la Ça arrive souvent dans l'immobilier. Ouais, c'est ça. Et puis la partie opérationnelle, au niveau des ouvriers, tu peux tomber sur des bons ouvriers ou des gens qui se lèvent pas le matin, des retards de chantier. Une idée de la complexité, on avait des centaines de chantiers en parallèle dans plusieurs pays et dans des dizaines de villes différentes. Et c'est d'une complexité opérationnelle qui est ingérable, même avec tout le pognon du monde. C'est très très dur d'assumer ça. Et de croire que tu peux scaler à la vitesse d'une startup d'IA alors que tu fais de l'immobilier de terrain avec des plaques de BA13 à Bourg-en-Bresse, c'est des mondes incompatibles. PropTech, le secteur dans lequel j'évolue, les startups de l'immobilier, dans le mot PropTech, tu as le mot property, c'est le terrain, et ta tech. Et le problème, c'est ce grand écart, de vouloir faire le grand écart entre les lignes de code et les atomes, entre le terrain et la tech. C'est un grand écart où tu te brises les os du bassin, je crois. Oui. Soit tu fais Airbnb et tu es une plateforme digitale assumée et tu fais que de la tech. Voilà. Soit tu es sur le terrain et tu es un expert, mais tu fais pas les deux en même temps. Nous, on avait 30 devs, 10 millions de CAPEX sur une app qui était un peu un gadget, parce qu'en vrai, en immobilier, tu veux que ton chantier soit fini à temps, que ton prêt il soit accordé et que ton devis travaux il soit respecté. Que tu aies une app derrière. Tu as trop investi sur la partie tech et peut-être de ce fait-là était un peu plus léger sur l'opérationnel, qui est finalement le sujet le plus complexe. Oui, parce que ça consomme de la ressource. Donc moi, les ressources, la bande passante du management et ma bande passante, elle est consacrée à satisfaire mes actionnaires, faire de la tech parce que c'est beau,
et ça permet de lever des fonds, alors que derrière, tu as des clients qui souffrent, pour certains, de retard de chantier, de dépassement de devis et de locataires qui sont mal choisis, etc. Et du coup, je reviens un petit peu en arrière sur ce que tu me disais. Donc, valoriser 150 millions, tu parlais d'une valo perso de 30 millions. Comment on arrive à pas récupérer un peu, tu sais, un peu de pognon quoi, sur le parcours? Guillaume, il en a récupéré. Hein. Un petit peu, je suis sorti flat parce que... T'es sorti parce que tu le sentais? Tu sentais le vent T'es tourner sorti ou pas? flat? Non, mais à un moment, t'as vendu tes parts. J'ai pas tout vendu. J'ai vendu 15%. J'avais fait une petite hésitation. Tu me disais, part sur 25. En fait, il y avait une vision sur cet exit qui était je vais pas trop sortir parce que il y avait vraiment de l'énergie. Je savais que ça devait faire plus, quoi. Okay. Je me suis dit, je vais couper. Il est rentré, la valo, elle était à 7 et au moment où il est sorti, elle était à 150. Donc c'est ça. Et ça ne faisait que monter. Donc j'ai sorti un petit ticket, donc j'étais flat, donc j'ai pas gagné ni perdu, on va dire, en sortant à peu près 15%. Donc bon père de famille. Et après, je me dis, c'est pas grave, prochaine sortie. Là, j'ai une vision de sortie parce que vu que j'étais parti pour construire justement cette société Rentier & Co dans l'investissement, je dis je vais utiliser ces fonds-là pour investir et puis lancer la machine, quoi. Ouais. Et les taux d'intérêt ont été plus vite que ce que je pensais. Et c'est vrai que le retournement était puissant. Donc, à un moment donné, je dis à Thierry, il y a encore moyen de sortir. Il me dit, là, ça va être... C'était trop tard. On ne peut pas sortir en intermédiaire. Ouais, c'est ça. Et pour te répondre, tu as des fenêtres de liquidité. Ce n'est pas comme sur Boursorama où tu achètes une action LVMH et tu la revends dans la seconde en cliquant sur un bouton. Voilà, quand tu es sur des actions de start-up, tu n'as pas la même liquidité que sur Boursorama. Donc, il y a ça. Et deuxièmement, quand tu es fondateur, autant Guillaume, c'est un actionnaire, il peut sortir. Autant quand le patron fondateur se met à bazarder ses parts, c'est mauvais signe. Les actionnaires, ils n'aiment pas ça du tout. Okay. Moi, ça me bloque dans mes levées de fonds futures parce que les mecs, ils vont te dire pourquoi tu as bazardé tes parts, tu n'y crois plus. Enfin voilà, ça envoie un très mauvais signal. Donc, j'ai pas la liquidité. Deux, mes actionnaires fronceraient énormément les sourcils si je l'avais fait. D'accord. Et je t'avoue que j'aurais beaucoup culpabilisé de m'être enrichi alors que tant de gens ont perdu. Bon. Ok. T'en veux à Thierry de... Est-ce que tu lui en as voulu à un moment donné Non, parce que... Tu peux déclencher une fight, là. Non, du tout. En fait, déjà, j'ai eu la chance de sortir à l'équilibre. Donc, finalement, ce n'était pas douloureux. Okay. Et puis, même si j'avais perdu un peu, je savais qu'il y avait un risque quand même sur ce marché-là. C'est pour ça que c'est bien de diversifier un peu. Et là, je n'avais pas trop diversifié. Donc, heureusement que j'ai sorti un peu en intermédiaire. Sinon, c'est vrai que j'aurais été un peu plus déçu. J'avais mis à peu près 100 000. Donc, forcément, ça met un peu d'émotion. Comme confiance que tu m'accordes au début, parce que mettre 100 000 € à ton échelle, c'est pas rien du tout, quoi. C'est quand même un énorme. C'est un coup de poker, montant. quoi. Un peu, je pense que j'avais mis plus de 50% de ce que j'avais en trésor. Au tout début, alors qu'il y avait vraiment rien. C'était l'ébauche d'un projet. Mais après, c'était aussi le fait que je sois dans l'entreprise. Il y a un peu le sentiment d'appartenance. J'étais au démarrage, aux fondations, donc je le mettais, mais je le mettais aussi un peu dans moi indirectement. Donc c'est pour ça que j'avais pas de mal à le faire. Et c'est vrai que j'ai arbitré que légèrement parce que de toute façon à ce moment-là il y avait encore beaucoup d'énergie. J'y croyais et franchement s'il n'y avait pas un retournement de marché. Et c'est vrai qu'au début, tu étais actif dans l'entreprise, c'est pas salarié, mais tu étais équivalent, quoi. Tout à fait. Tu t'occupais des opérations du Nord. Et ce qui est marrant, c'est la rencontre de quelqu'un comme Guillaume, qui ça fait 15 ans qu'il est dans le métier. Et là, il rencontre des start-upers obsédés de process, qui mettent du process partout. Et le process, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais en fait, dans les start-up parisiennes, tu as une espèce d'obsession du process où tu as 5 logiciels en même temps et dès que tu veux prendre une décision, il faut faire tourner une boucle mail et ensuite la faire cascader via Slack sur un COMEX qui permette de déclencher sur Airtable une action d'un item qui va être validé par Guillaume. En fait, il était complètement noyé dans les process. Et il y a un moment... je suis parti pour ça à un moment donné. Je t'avais même averti. Hein. En fait... jusqu'à une certaine taille de l'entreprise, je m'y retrouvais bien. D'accord. Parce que dans l'opérationnel, en plus, j'avais une vision où j'étais quelqu'un qui aimait bien le contact client déjà. Okay. Donc j'aimais bien suivre un peu la globalité un peu du process avec le client. J'allais du chasseur au conseil.
D'ailleurs, j'étais le seul à faire un peu tout, quoi, on va dire, sur l'opérationnel. Et quand il a fallu me mettre dans une case, à me dire, tiens, maintenant, Guillaume, tu fais que ce segment-là, que cette partie-là. Ok. Au niveau des biens, on va avoir un spectre un peu plus large. On va vendre aussi un peu plus d'appartements, des studios, des trucs comme ça. Des actifs que moi, j'achète pas forcément. Donc, ça sortait aussi un peu de ce que je faisais. Donc, j'aimais pas essayer de vendre un actif que moi, j'étais moins fan. Tu étais moins à l'aise avec ça. J'étais moins à l'aise. Ok, d'accord. J'étais toujours très orienté immeuble de rapport ou de la petite maison, on va dire, en déficit foncier. C'était ces deux actifs-là que j'aimais bien à titre personnel, que j'investissais aussi déjà à titre perso. Donc, tu maîtrisais bien. J'aime bien vendre ce que je suis capable d'acheter. Ok. Et j'avais la particularité chez Mastéos, c'est que je faisais pas mal d'offres à mon nom. Ça veut dire que Pour bloquer les deals. Je bloquais les deals. Ça veut dire que je me mettais acheteur. Et après, je savais qu'à partir du moment où, dans mon mindset, j'achetais le bien, il y a certains biens, même je suis resté acheteur. J'ai quelques biens que j'ai achetés du temps de Mastéos parce que le bien, soit il n'y avait pas pris preneur ou c'était un peu long. Et je suis resté sur le deal et je les conservais. Et de ce fait-là, pour moi, c'était hyper aligné avec mes valeurs. Donc, j'aimais bien vendre ces choses-là, quoi. Et même quand j'avais la relation client, je l'expliquais au client que j'étais prêt à l'acheter. Et bon, c'était pas du fait, quoi. Je veux dire, j'ai bloqué le bien, j'ai fait une négo dessus, il est intéressant. Et derrière, je le packageais dans ce format-là. C'est intéressant parce que tu dis, je ne vends pas ce que je ne pourrais pas acheter moi-même. C'est vraiment fort ce qu'il dit Guillaume sur ça. Et ce qui m'amène à une question. Je reviens un peu en arrière. Bon, là, je vais te rajeunir un petit peu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le début. Comment tu t'es lancé dans l'IMO ? Parce qu'à l'époque, il faut le comprendre, c'était il y a plus de 20 ans. Il y avait à peine Facebook, je pense. C'était au début de Facebook. Pas d'Instagram, pas de TikTok, pas de IMOpreneur. Et toi, comme ça, de ton côté... Alors... Ouais, on t'a pas vendu une formation par un formateur à Dubaï. C'est ça. Et en fait, c'est le côté les petits pas. J'ai commencé petit sur une maison en fait, sur la commune de Merville. Ah, mais on en a fait beaucoup du Merville. Hein. On a fait des immeubles de rapport sur Merville. J'ai même un client récemment où je fais sur Merville, une commune que je connais bien. Et j'avais fait cette petite maison. En fait, c'était un peu aussi une facilité. En fait, c'était dû à la belle famille. Donc il y avait un divorce, donc ils se séparaient de cette maison-là. Et pour nous faire plaisir, ils nous avaient fait un prix un peu moins cher que le marché. Donc voilà, pour lancer, c'est ça. Pour lancer. Et moi, cette maison-là, je voulais pas forcément y habiter. Donc je dis à ma compagne, moi, si je l'achète, j'ai envie de le mettre en location. Donc j'étais locataire dans un studio et je me voyais mal me lancer déjà dans une maison. C'était déjà un peu grand. D'accord. On n'avait pas d'enfants, tout ça. Donc c'était 23 ans. Donc je dis par contre, le format est pas mal, un petit jardin. Petite maison de 80 mètres carrés. Bon, il y a un peu de travaux, c'est un peu dans son jus. Tu avais déjà la vision. Voilà, étant dans la maintenance, je dis je vais faire un peu les travaux, je vais le mettre en location. J'avais fait un prêt sur 15 ans, j'avais l'apport, tout ça, donc c'était OK. 15 ans seulement ? Ouais, parce qu'à ce moment-là, tu sais pas, ça s'autofinançait pas vraiment. D'accord. Du fait que sur 15 ans, on a quand même des mensualités qui étaient un peu plus élevées, donc j'avais un petit effort d'épargne. OK. Et ça m'a permis de me dire, si je fais un deuxième investissement, je le fais différemment. Mais là, on va dire, j'étais sur une rentabilité aux alentours des 7-8%, avec un petit effort d'épargne de 15 ans. Ça s'entendait, il n'y avait pas de... Ouais, ça reste correct. Vite. J'étais en foncier, donc ça va, parce que vu qu'il y avait quand même pas mal de travaux, ça m'a permis d'être un peu en déficit foncier. OK. Donc, défiscaliser les travaux. Voilà. Donc les travaux, ça défiscalise un petit peu et ça te permet... on va dire de ne pas payer d'impôts. Par contre, à un moment donné, dès que cette poche de travaux est passée, là, tu commences à être fiscalisé. Donc, c'est des produits quand même à arbitrage, quand même, on va dire, celui-là, j'avais dû faire un arbitrage à 7-8 ans parce que je commençais à être fiscalisé et c'est un peu douloureux dans le foncier. Donc, voilà. Mais j'ai bien revendu, j'avais fait une petite plus-value, donc vraiment très bonne expérience. Et tu as enchaîné un peu après, j'ai enchaîné, mais après, j'ai enchaîné... un peu différemment, plus avec ma calculatrice, justement. Tu fais un premier deal, tu as un peu en effort d'épargne, etc. Bon. Et il y a les sirènes du rendement. Et là, je suis parti sur Roubaix. J'ai fait 2 achats. Donc, une petite maison, ça s'était bien passé. Donc, c'est mon deuxième achat. D'accord. Pareil, il y avait un petit cash flow. Donc, OK. Et après, je suis parti dans l'immeuble de rapport. Mais là, je suis parti un peu dans l'excès.
Je suis parti. Comme quoi, même des gens comme Guillaume partent Peuvent, de temps en temps ouais. dans l'excès. Perdre un peu Ouais, les ouais, pédales. mais j'étais jeune. Donc, j'avais pas 30 ans, je pense, sur Et cet immeuble de T'étais pas encore rapport. courtier alors à ce moment-là, non? J'étais pas encore courtier, j'étais encore dans la maintenance industrielle. Et là, c'est l'une de mes erreurs qui s'est quand même bien finie, mais c'est une erreur dans le sens où je suis parti vraiment plus avec ma calculatrice, c'est-à-dire, ouais, bon, là, ça crache vraiment du loyer. Ouais. L'achat n'est pas très cher, je pense que c'était 140 000 et ça faisait, je pense, 1 500 ou 1 600 euros de loyer. Donc, on était sur du rendement aux alentours des 12%. Ah oui, là, c'était de l'hyper rentable. Là. Donc, oui. Donc, Avec les taux bas. mais peut-être forcément, je me suis rendu compte à terme que partir trop dans le rendement, c'est souvent aussi parce que tu vas dans des secteurs tendus. Donc en fait, sur une commune que maintenant je maîtrise bien à aujourd'hui, mais qu'à l'époque je maîtrisais mal, c'était la commune de Roubaix. Et je suis parti dans un quartier qui était pas intéressant. Quoi. Moyen. Je veux dire, qui était moyen. Donc il est plus intelligent de partir sur un hyper centre-ville sur cette commune-là à 9-10% que de devoir se surexposer à du 12%. Quoi. Ok. Donc, de ce fait-là, ça m'a coûté surtout beaucoup d'énergie. Parce que de ce fait-là, tu as une population qui Gérer dégrade les un peu dealers, plus. Gérer des dealers. Bon, à ce que moment-là, Naïm, j'en il devait me avais donner pas les trop. clés, tu te Je me rappelles souviens. Ouais. Oui, Il est oui. venu m'apporter les clés, il dit moi je passe pas la frontière. Salut. Là. Salut, tu te débrouilles. Et, J'ai pas mangé les barbales, les gars, et désolé. personne n'est ressorti vivant de ce quartier. Et il m'a filé les clés ouais. Voilà. Bon, t'as Dur. survécu là. Ouais, bah, je Je suis pas l'ai- passé je l'ai- loin. Ouais. Je l'ai eu 10 ans. Hein. Donc, à cette période-là, j'étais pas trop surexposé sur la période de deal, même si c'était quand même hyper tendu. Ok. Mais j'avais quand même une population précaire qui était plutôt la CAF qui payait qu'autre chose. Qui a Hein, mais, amortissé, finalement. donc de ce fait-là, ça allait, quoi. Mais au bout de 10 ans, j'étais rincé. Je l'ai vendu parce que là, il fallait le vendre. Quoi. Ouais. C'était beaucoup T'es arrivé trop. au bout du C'était bout beaucoup. sur ce deal-là. quoi. Et de ce fait-là, Ok. ça m'a empêché de continuer d'investir. Quand je suis arrivé sur celui-ci, toute l'énergie qui me pompait, tout ça, ça me donnait pas envie de partir sur un autre projet. T'étais moins attiré par le gain. Tu as retenu la leçon. Voilà. Tu t'es dit, OK, j'ai testé l'hyper renta. J'ai Ouais, testé c'est l'hypercroissance, l'hyper-renta et on est tous les deux vaccinés. Ouais, voilà. J'ai testé, Ouais. j'étais vacciné. Et en Bon. fait, sur une commune qui est très rentable, faut plutôt aller justement sur des endroits qui sont safe, en fait. Hein. Il y a pas de... ça devient délirant d'aller dans l'exagération, en fait. C'est Oui, contre-productif. Si t'en veux trop, tu perds trop. Voilà. Tu peux tout Il y a une perdre. notion en finance de base, hein, c'est que le rendement et le risque vont ensemble, sont strictement corrélés. Dès que tu vas chercher du rendement et que tu ignores le risque, Mhm. et tu te plantes ou alors tu es sur une fraude. Toutes les fraudes financières, tu regardes Bernard Madoff aux États-Unis, il offrait du 12-15% sans risque. C'est une fraude en fait. Donc si on te propose du 12%, soit tu as le risque qui va avec, tu peux l'ignorer autant que tu veux, mais à 12%, tu vas te prendre des locataires dealers. Soit tu acceptes de réduire ton couple rendement-risque ou de mieux l'optimiser. En ce moment, moi, je fais des studios parisiens, comme certains savent, et je ne fais pas du 12%, mais en tout cas, j'ai un risque qui est à 0. Et moi, je pense que j'optimise mon couple rendement-risque beaucoup mieux. Et c'est vraiment une trajectoire typique d'investisseur de commencer par ce que Guillaume appelle les sirènes du rendement, de se prendre les pieds dans le tapis et ensuite de calmer ses ambitions et de se dire, OK, je vais peut-être pas devenir rentier dans 5 ans, peut-être que je serai dans 15, mais je vais pouvoir dormir la nuit. Tranquille, quoi. ouais. Au moins dormir tranquille Ouais, et, tout à et fait. avancer sereinement. Non, mais c'est tout à fait ça. Et de ce fait-là, en fait, maintenant, je propose plutôt des choses un peu équilibrées. C'est-à-dire une vision plutôt d'autofinancé. Toujours sur Ah, l'immeuble de c'est rapport. pas mal déjà. Oui, Ouais, voilà. Aujourd'hui, ouais, c'est- Voilà, on va être plutôt sur du médian à 8%, 9% brut, quoi. Ça représente quoi, ça, en termes. Donc, tu es sur de l'immeuble de rapport aujourd'hui. Le panier moyen d'investissement. Alors, il est quand même assez variable, hein, parce qu'il y a des petits investissements 3 lots à moins de 200 000, Ok. ou 200 000, on va dire. Et on peut avoir, là, typiquement, je suis sur une vente à 10 lots, je crois. On est à 500 000. Donc, c'est un peu le panier. La rentabilité, en général, comme je le disais, hein, dès que c'est trop rentable, c'est qu'il y a des soucis. Ce que moi, j'aime bien, souvent, c'est l'immeuble de rapport où les loyers sont un petit peu sous-pricés du marché parce que l'ancien propriétaire, s'il y avait en gestion directe, était un peu bon père de famille et avait un mindset à pas trop oser mettre des loyers hauts, quoi. Puis c'est son seul immeuble, quoi. Donc il va à tâtons, donc il y va pas franchement. Donc
Ça, c'est des beaux potentiels parce que dans une stratégie moyen terme, on va dire, dès qu'il y aura des turnovers, tout ça, on pourra remonter un petit peu en gamme. Souvent, gratter de la renta. souvent, ce qu'on voit quand même sur le Nord, c'est qu'on a quand même des bailleurs qui ont tendance à mettre des choses un peu trop basiques. Tu vois, on peut encore retrouver des lavabos sur pied à l'ancienne, des sanitaires un peu too much, ou une cuisine kitchenette, quoi. Je veux dire, Ok. c'est un peu dommage. Donc, le fait de rien que on va dire, upgrader ces 2 points-là, Ouais. on va facilement pouvoir aussi augmenter le loyer, trouver de cette là du locataire qui est aligné, donc justement, Qui est vu qu'on va presque plus haut de gamme, on va augmentation. dire. Donc, on va avoir des meilleurs dossiers. Donc, Ouais. c'est un cercle vertueux quand on part là-dedans. Donc, souvent, quand on part sur ces biens-là, l'avantage, c'est qu'on arrive bien à les négocier parce que l'exploitation était moyenne. Et derrière, on projette le client investisseur à dire, voilà, on va monter en gamme. On va essayer d'anticiper, on va pricer quand même une enveloppe travaux, même si on ne va pas l'utiliser tout de suite parce qu'il y a les locataires qui ne sont pas alignés à ce qu'on veut faire pour l'instant. Ouais. Par contre, dès qu'il y a un Un départ, changement, on on embraye monte, voilà, et on avance. on fait un petit différé d'amortissement pour dire de faire un C'est peu de l'ancien courtier qui trésorerie. parle là. Voilà, un peu de trésor, La maîtrise du financement. l'enveloppe travaux qui va bien, et après, ça déroule. En vision moyen terme, franchement, on arrive à des belles choses. Hein. Et ça, c'est intéressant, tu vois, Thierry, le fait, tu as pu faire l'acquisition de cette expérience par toi-même, finalement, avec tes différents investissements, toi, de l'expérience, et puis après, tu t'es dit, ça y est, je mets en pratique. Tu as pu pratiquer avec Thierry au sein de Mastéos, mais Ouais. t'as Et justement, alors moi, je suis l'inverse de l'hypercroissance. C'est plus que des petits pas, j'y vais à tâtons, parce qu'en fait, je veux garder vraiment une relation client très forte. Donc maintenant, quand je lui vends quelque chose, je sais que je le suis à vie, quoi. Je veux qu'il reste mon copain, je veux qu'on s'entende bien. En fait, moi, je sais qu'il y a quelques deals, des fois, il y avait des points de friction, des choses comme ça. Moi, le soir, je dors mal. Hein. Quand j'ai mon client qui me dit, je suis un peu en galère et tout. Okay. Donc, moi aussi, je te rassure. Mais c'est clair que le modèle de Guillaume, c'est le seul qui marche, je pense, sur l'investissement locatif. Le format startup sous financement VC ne marche pas, on l'a prouvé. Ouais. S'il y a quelque chose à faire, c'est avoir un expert local qui soit en one-one avec le client, qui fasse tout de A à Z. Et qui maîtrise la relation. Qui assume sa responsabilité sur l'entièreté du parcours client, et pas comme au format Mastéos surprocessé, où en fait chacun va être spécialiste d'une micro-catégorie du process. Tu vas avoir quelqu'un qui va onboarder, puis quelqu'un qui va prendre le relais, puis quelqu'un qui va s'occuper du sourcing, quelqu'un qui va s'occuper de la structuration de l'acquisition, et puis ensuite quelqu'un qui va faire le suivi travaux, et puis ensuite ça va être passé à un gestionnaire. Et en fait, chacun se passe la patate chaude et se déresponsabilise sur le suivant. Et quand quelqu'un n'est pas honneur de son sujet de A à Z, comme Guillaume avec ses clients, tu as des phénomènes pervers qui sont les travaux, ils vont essayer de faire le moins possible pour être rentable sur leur partie, mais les gestionnaires ils récupèrent des chantiers mal faits et donc ils peuvent pas louer. Le mec qui est chasseur, pour vendre son bien, il va minimiser certains budgets pour que ça passe, et les autres en bout de chaîne vont en souffrir. Et donc c'est les modèles où tu vas découper du process, tu vas surprocesser et tu vas perdre la relation client parce que le client il se fait balader par 7 interlocuteurs. Oui. C'est un modèle typique pervers de VC start-upper qui applique des méthodes de SaaS IA à un truc qui est complètement scolaire, incompatible. En fait. Et surtout, tu n'as pas d'expertise locale. Nous, on est dans notre tour d'ivoire à Paris, à faire des opérations à Valencia, Barcelone, Lille, Roubaix, Bruxelles. On n'a jamais foutu les pieds là-bas, on n'a pas d'expertise locale. Et donc, on se fait balader nous-mêmes par nos prestataires locaux qui se disent « Ah, il y a les Parisiens qui débarquent, on va doubler les tarifs et tout ». Et nos clients en souffrent aussi. Souvent, ça. Oui, et je pense que le seul modèle qui marche, si toi, tu veux investir et être accompagné, c'est d'aller voir un local. Si tu veux investir à Lille, passe pas par une boîte parisienne. Va directement voir une boîte qui fait que du Lille, qui fait tout de A à Z, qui connaît tout le monde, qui est ton seul interlocuteur, qui connaît tout l'écosystème local, et pas par des startups parisiennes qui vont te facturer cher pour un service qui va être découpé et fragmenté. Voilà. Et puis la satisfaction client au bout, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Ça n'a rien à voir. Et puis quand il y a des couacs, justement, ça va... T'es bien mieux avec ton local que ta sales qui est à Paris et qui n'a jamais foutu les pieds dans la vie où elle t'a vendu l'investissement. Refermer la page Mastéos, et après on parlera un peu de la suite. Lors de tes différentes apparitions en podcast, il y a un point qui m'a quand même marqué, même tu en as parlé en introduction, c'est que tu avais des procès, des
des personnes qui étaient attaquées en justice, ce genre de choses. Pourquoi aujourd'hui Tu me fais passer pour Pablo Escobar, là. Non, Non, mais attends, Mais c'est non, juste mais- que... non, mais j'ai fait faillite, donc il y a du contentieux, forcément. Ça, c'est pas- intéressant, tu sais, pour de le comprendre. Le contentieux, c'est quoi exactement? Donc Mastéos, c'est quand même une grosse boîte. Le plantage, il est assez monumental, hein. Il n'y a que Luco qui a fait mieux, qui est un ami à moi. Mais en gros, on est les 2 plus grosses faillites de l'année. Ok. Il y a 30 millions de passifs plantés. Il y a beaucoup de gens qui en ont souffert. Il y a des clients, des actionnaires, des salariés. Donc forcément, c'est pas la faillite du petit restaurant d'autoroute où tu fermes la boîte et tu passes à autre chose. Là, c'est un gros sujet. Et donc, tu as forcément du contentieux qui émerge de ça. Moi, j'ai dû passer une dizaine de fois au tribunal de commerce Quai de Corse. C'est des moments qui sont très stressants, évidemment, parce que tu es seul face à des juges. Tu as la presse, tu as les actionnaires, tu as les gens qui ont des créances, tu as les liquidateurs, tu as toujours le spectre, l'épée de Damoclès de me faire qu'on me trouve une faute de gestion. Ce qui est un peu... pour l'instant, on ne m'a pas trouvé de faute de gestion. Ok. Pour l'instant, je suis un entrepreneur qui a grossi trop vite et qui s'est pris le retournement de marché face auquel j'ai rien pu faire. Mais si demain on voit que j'ai fait des vraies erreurs de gestion manifeste, je peux être mis en cause d'un point de vue pécuniaire. Il y a ma responsabilité juridique qui est engagée, etc. Donc pour l'instant, c'est pas le cas, mais j'ai ce stress judiciaire en fond. Et il y a des clients et tous ceux qui ont perdu de l'argent, les sous-traitants, etc., qui vont revendiquer leurs créances. Et c'est ça que j'appelle un contentieux. Donc, D'accord. souvent, je vais au tribunal. Ça va être, là, la dernière fois que je suis allé, c'était un prestat qui avait un chariot élévateur à notre entrepôt qu'il n'a pas récupéré, et donc qui intente une action au tribunal. Pour Mais c'est des récupérer le trucs chariot, assez, quoi. Ok. assez mondains, quoi. Et comment tu gères cette partie-là? Parce que tu te retrouves un peu seul à un moment donné, tu es soutenu, tu as J'ai des gens Guillaume qui a bloqué mon numéro depuis. Non, c'est pas vrai. Je lui envoie des petits messages. C'est vrai qu'il m'envoie des petits émojis cœur. Vous avez un peu Oui, échangé, c'est vrai. tu l'as un peu... Bah, en fait, on que s'envoie mine de toutes rien, les semaines des petits messages C'est qui vrai. vont bien. Après, vous vous rendez pas compte, et j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières. Oui, C'est non, non. vrai que c'est une traversée du désert très dure. Toi, Naïm, tu en as été témoin aussi. Ouais. Vous m'avez aidé financièrement, chacun à votre manière. Et c'est ce genre de soutien dont on a besoin. Moi, ce qui est triste, c'est vrai qu'il y a une vraie solitude du dirigeant qui fait faillite. C'est ça que je voulais mettre en lumière. C'est ça. Et il y a un Ouais. contraste. C'est pas juste que me sens seul dans cette tempête, c'est que ça contraste aussi avec le fait qu'il y a quelques mois, j'étais la star de mon secteur. Il y a une mise du logement, il y avait tout le monde me La harcelait. descente est brutale. Et le passer de star à moins que rien, où vraiment, là, je te dis, je suis en vélo toute la journée à essayer de faire 2-3 ventes, à me faire insulter par des agents, et je suis personne. Et ce contraste, il est dur à vivre en termes d'ego, forcément. Ouais. Et ça fait 1 an que je me sens très seul face aux juges, face à la presse, aux clients. Et pour le coup, c'est mon entière responsabilité que j'assume à 100%. Néanmoins, c'est vrai que c'est des décisions sur lesquelles j'étais pas maître à bord, parce que moi, les gens qui ont mis de l'argent dans ma boîte ont pris le contrôle. Hein. Ils me staffaient, des directeurs généraux, ce qu'on appelle des C-levels. Donc, c'est des décisions qui ont été prises à plusieurs, sur lesquelles j'avais assez peu de poids décisionnel finalement. Mais en revanche, je me retrouve seul en termes de responsabilité. Donc, cette dichotomie où les décisions sont prises à plusieurs, mais c'est ma responsabilité personnelle et unique qui est engagée, elle est frustrante. Mais bon, c'est le jeu aussi. Hein. En même temps, j'ai connu les paillettes. Maintenant, je connais la descente aux enfers, et ça fait partie de l'expérience d'un entrepreneur. C'est vrai. Ouais, je pense que ça permet aussi de se relancer différemment. Oui. D'avoir connu ça. T'as quand même pas mal appris finalement. Plutôt une vision bootstrap que croissance, quoi. Qui est, je pense, maintenant ton lancement. Oui, sur clairement, les- ma sur- prochaine boîte ne sera pas la même. Comme disait Jennifer dans Au Soleil, ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Là, la faillite m'a pas tué, donc je me sens plus forte pour la prochaine aventure. Et en vérité, Jennifer va copier cette phrase de Nietzsche, hein, qui est le premier philosophe à dire que les échecs renforcent. Ça paraît être quelque chose de très banal aujourd'hui, mais philosophiquement, c'est très fort et c'est vrai. Donc, il ne faut pas glorifier l'échec non plus, parce que c'est pas drôle et il y a beaucoup de gens qui en ont souffert. Ouais. Mais je trouve que, évidemment, en France, c'est cliché de dire ça, mais l'échec, il est quand même très stigmatisé. C'est pas la vision américaine où on se dit bon, le mec va rebondir et puis il apprendre ses erreurs et sa boîte sera d'autant mieux la prochaine fois qu'il a appris de ses erreurs. Là, en France, c'est vraiment t'es un loser. Et Oui, tu puis le on resteras. pointe bien le doigt sur Surtout, toi. Et puis ça... Ouais, puis alors, moi étant aussi du côté du courtage où j'en avais fait plusieurs années, au niveau bancaire, c'est vraiment mal Ouais, perçu. ouais, quoi. c'est-à-dire que Alors, moi, je suis c'est vraiment blacklisté au dommage. niveau bancaire, je peux C'est plus dommage. emprunter.
Bah, si je remonte une boîte, je peux pas me faire financer par les banques. Enfin, c'est terrible. Le Ah, t'as un système. fichage à vie là, c'est Bon, Bah, quasiment ouais, ou pendant. Plus pendant ou au moins moins, 5 mais ans, quoi. Ah ouais. Mais c'est vrai que le système bancaire, par rapport au côté américain, bah, justement, Pour ça l'instant, ne permet pas de le rebondir système, facilement. le système actuel ne donne pas le droit à une seconde chance Pas aux de rédemption, entrepreneurs. quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rédemption possible. Le système judiciaire est écrasant. Et j'en fais les frais. Le dirigeant est blacklisté du système bancaire, il ne reçoit aucune aide. Et dans l'opinion publique, ça reste un loser avec le stigmate de la faillite. Je pense que les choses sont en train de changer. Moi, j'essaye de porter un message à mon échelle Justement, ouais. pour déjà libérer la parole, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont en faillite malheureusement en ce moment. C'est pas la C'est fin. vrai, c'est vrai. J'aimerais bien qu'on s'américanise un petit peu sur ce sujet pour pas décourager les vocations Les jeunes entrepreneuriales générations, qui se disent bah, Thierry il s'est fait broyer, j'ai aucune envie de me lancer Non, dans merci. l'entrepreneuriat. bien sûr. Donc non, là j'essaye de rebondir sur un nouveau projet. Et je veux Justement. montrer au monde qu'on a le droit d'échouer en France, que les mentalités sont en train de changer. Et voilà. Écoute, Tant qu'on assume son échec. Ouais, je trouve que c'est bien dit. Et du coup, Ouais. tu te relances dans quoi? Ou t'aimerais, t'as une idée, t'as une vision sur un projet futur ou si tu devais continuer dans l'immobilier ou refaire autre chose dans l'immo, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu mettrais en place justement avec tout ce que tu as pu apprendre chez Macéos? Ouais, et là je remonte à un projet très central. Je crois beaucoup à l'expertise locale. Moi, je suis parisien, je connais Paris par cœur, donc j'ai un projet immobilier qui est lié à Paris. À Paris, on a beaucoup de micro-logements à l'abandon. Tu as tout l'univers des chambres de bonne. Tu as plein de studios qui font moins de 14 mètres carrés, qui sont complètement à l'abandon. Tu as 150 000 micro-logements, dont la grande majorité sont inexploités. 150 000? Ouais, à Paris. énorme. C'est 10 C'est pour- énorme. On parle de c'est- crise de logement. Ouais, c'est 10% du marché. C'est énorme. Et, Ah ouais, et c'est tu vois, par exemple, si tu prends l'univers des chambres de bonne, alors bon, c'est pas des conditions palaces, les chambres de bonne, et c'est dommage, mais n'empêche que tu peux y vivre. Tu as quand même 85 000 chambres de bonne qui sont pas habitées. Alors que ça fait la taille d'une chambre d'hôtel et que je suis sûr qu'avec une bonne rénovation, on peut en faire Bien quelque sûr. chose d'habitable. Ouais. C'est dommage en pleine crise du logement. Donc moi, mon nouveau projet, alors je suis pas très focus chambre de bonne. Il y a des tout petits studios qui sont aussi en étage avec des vraies toilettes, etc. Je m'intéresse au monde du micro-logement, à réhabiliter ces micro-logements à l'abandon, Ouais. à y mettre une rénovation qui rappelle les prestations d'une chambre d'hôtel 4 étoiles, puisqu'une chambre d'hôtel, ça fait 12 mètres carrés, 13 mètres carrés à Paris. Ouais. Moi, les micro-logements que je source, ils font cette taille-là, donc il n'y a pas de raison que je puisse pas offrir le même niveau de prestat. Donc je me suis associé à des architectes spécialisés et j'essaye de devenir leader du micro-living, de ces petits logements qui sont particulièrement bien adaptés à des nomades, à des gens qui sont en télétravail, à des gens qui sont là pour des périodes pas courtes, mais en tout cas, parce que je ne veux pas faire de la courte durée, Moyen en tout cas terme. qui restent Les un tu- mois ou deux, le temps d'un aménagement, le temps d'un stage, En le temps d'une transition. Ouais. le temps d'une transition entre deux logements, le temps d'une recherche locative, le temps d'une mission quand tu es consultant. Il y a une énorme population à Paris qui a besoin de logements flexibles moyen terme, Ouais. qui n'a pas besoin de beaucoup de mètres carrés quand c'est sur cet usage-là et qui s'adapte parfaitement à ces logements à l'abandon dont personne ne veut toucher, que personne ne veut approcher. Parce que tu as un vrai stress réglementaire sur les normes. Est-ce que c'est la bonne surface, le bon volume cubique, la bonne hauteur sous plafond? Le DPE, il est dégueulasse systématiquement. Comment je vais rénover énergétiquement ces trucs-là? Le plafonnement des loyers sur 9 mètres carrés, bah, ça ne marche pas. En fait, tu as plein d'épouvantails réglementaires qui éloignent les investisseurs de cette catégorie, qui fait qu'elle est intouchable, elle est à l'abandon et il y a des prix qui sont absurdes. Et moi, je pense que je peux les réhabiliter et j'ai trouvé un cas d'usage qui marche. Tu as trouvé la bonne formule justement. Ouais. Et en termes de coût de rénovation, Ça coûte cher au mètre carré parce Ouais. que c'est des petits espaces, ça se fait au millimètre, il y a beaucoup de menuiserie sur mesure, il y a, Ok. il y a de la réno énergétique. Donc tu en as pour 25-30 000 euros sur une taille de 10 mètres carrés. Donc ça revient Non, à mais je pense que 2 c'est 3 000 du vraiment mètre, intelligent d'être justement Focalisé. expert dans un marché, quoi. Que d'être trop justement à vouloir tout faire ça ne fait plus rien. et de ne pas être très bon justement sur tout. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant. Je fais un parallèle aussi où moi, je suis plutôt grande surface sur l'immeuble de rapport. Mais pareil, j'essaye de ce fait-là de me focaliser sur quelques communes qui sont maîtrisées, de partir sur des biens justement où on ne va pas aller trop sur du risque. Parce que moi, si je prends la vision d'aller sur un bien et qu'il est risqué, je sais que derrière, c'est après, en suivi client, en satisfaction client, où je vais galérer, quoi. Ouais. Donc, et je sais que je ne vais pas le lâcher. Je ne vais pas l'abandonner. S'il est en galère, bon, bah, c'est tout. Je suis un peu en galère avec lui. Et de ce fait-là, ça va
au niveau de l'exploitation, je vais complètement, ça va être un peu un cauchemar aussi pour moi parce que je vais essayer de solutionner ces problèmes qui vont me donner beaucoup d'énergie. Et de ce fait-là, ça ne me permet plus de faire plus de ventes. Oui, parce que directement, l'énergie que je consacre à essayer de l'aider sur ces problématiques. Donc, de ce fait-là, j'essaye... parce qu'en fait, ce que je me rends compte aussi, et c'est paradoxal, c'est que plus il y a de rendement, plus il y a de la facilité à vendre aussi. Parce que les investisseurs ne s'en rendent pas compte. Je me rappelle, quand on a commencé Mastéos, le piège, c'est que ce qui se vend le mieux, nous, la première année, on n'a pas de thunes, il faut qu'on vende, on galère, et le seul truc qui se vend, c'est la renta. Tu vends un truc à 12%, il est vendu dans la seconde. Tu essayes de travailler un produit propre, patrimonial, sans risque, à 8%, personne ne te l'achète. Et donc, il y a un moment, tu cèdes à la facilité. Tu dis, bon, bah, les gens, ils veulent du 12, je vais leur vendre du 12. Sauf que tu te prends tout le SAV en amont pour expliquer aux gens pourquoi le loyer n'est pas payé, pourquoi il y a des dégradations, pourquoi il y a eu un meurtre dans ton immeuble à Merville, pourquoi quelqu'un s'est pendu au premier étage. C'est ça. Non, mais j'ai eu tous les en fait, c'est exactement ça. En fait, plus il y a du rendement, plus c'est facile à vendre, mais plus tu as de problèmes d'exploitation derrière et de satisfaction client. Donc en fait, moi, c'est vraiment le mythe-match de trouver un point d'équilibre entre quand même quelque chose de rentable, mais qu'on ne soit pas trop allié au risque. S'il y a un peu de risque, dans ces cas-là, tu en parles directement au client. Sur un des lots, on a quand même quelqu'un qui est assez précaire, tout ça, on risque d'avoir des problèmes. T'es transparent à ce niveau-là pour être... il faut, parce que si tu ne l'es pas, ça va être tellement dur derrière que tu vas perdre vraiment beaucoup d'énergie. Alors, le fait de l'évoquer, et puis derrière, on va essayer de... Si on a un souci sur un des lots, on va anticiper et on va s'orienter sur la stratégie pour soit sortir le gars, soit prévoir cette enveloppe travaux s'il y a un peu de dégradation, le différer, comme ça si on a un petit peu de frottement avec un peu d'impayé, on a de la trésor comme ça, on peut derrière enchaîner et essayer de faire sortir le locataire. Donc, je me permets de... Tu as déjà eu des grosses galères sur des deals? Allez, là ça devient marrant. Parce qu'avec Guillaume, il faut dire qu'on a tout vu. Tout ce que tu peux imaginer de pire, on l'a vu. Alors, pas sur ma nouvelle entreprise, parce que justement, étant justement, on va dire un peu sur tous les sujets, et j'ai pas trop de chasseurs, parce que chaque bien passe quand même dans mes mains. Okay. Je fais confiance quand même aux chasseurs, mais par principe, tu valides avant. Je valide comme si j'étais acheteur. Je me mets vraiment à l'achat. Il me faut les 3D, il me faut les photos de tout. Enfin, il faut vraiment que j'ai une visibilité. Je fais une contre-visite. Je fais facilement des contre-visites avant signature de l'acte. Parce que ce que je me rends compte souvent, c'est qu'il y a un abandon d'entretien par les propriétaires qui disent c'est vendu. Il faut qu'ils signent le compromis. Pour eux, c'est déjà vendu. C'est déjà vendu. Et alors, l'une des particularités, c'est que quasiment, je dirais, un dossier sur deux, je mets un séquestre à la vente au niveau... tu veux dire que... Je bloque une somme parce que quand je fais une contre-visite, il y a un peu d'humidité qui n'était pas là quand on allait acheter la première fois. Je suis assez pointu sur la contre-visite avant signature de l'acte parce qu'il y a toujours des petites choses justement d'entretien qui n'ont pas été faites. Et de cette là, moi, je lâche rien par contre. Et donc les grosses galères. Mais bon, il y a eu des galères, c'est pas possible. Sur les grosses galères, sur l'activité actuelle, ça va. J'ai des petits frottements, mais il n'y a rien de grave. Non, mais attends, je rentre dans Par le vif. contre, du temps de chez Mastéos, justement, où là, quand j'ai redémarré, j'ai redémarré avec l'expérience Mastéos, où je savais très bien que l'hypercroissance à éviter. En fait, quand tu fais du volume, forcément, tu t'exposes à... c'est pas ça, c'est que en fait, par manque d'expérience, on va dire, sur le lancement, on avait vu qu'il y avait une traction tellement forte sur le rendement que ça se vendait comme des petits pains. Donc on dit, on va partir un peu là-dessus. Et on se rend compte en décalé, forcément, que de partir trop dans le rendement, ça donne beaucoup trop de stress. Le rendement, ça veut dire que le rendement, c'est le loyer divisé par le prix, d'accord ? Bon, les loyers ils sont relativement fixes, tu ne peux pas trop bouger là-dessus, donc c'est surtout le prix qui va déterminer le rendement. Donc si le rendement est élevé, c'est que le prix est bas. Si tu es à très haut rendement, tu as un prix très bas. Si le prix est très bas, c'est qu'il y a une raison. Un truc pas cher, en général, c'est des trucs dont personne ne veut. Si beaucoup de gens le voulaient, ça serait plus haut. Tu vois, place Vendôme ou quai Orléans, tu es à 30-40 000 du mètre parce que tout le monde veut vivre là.
quand tu es en banlieue de Roubaix, il y a peu de gens qui sont excités par cet endroit, donc ton prix est très bas. Et donc ton rendement est très élevé. Donc à force de courir après le rendement, puisque c'est ce que veulent les gens au début, tu cours après des biens dont le prix est très très bas, et en général ils le sont pour une raison. Et cette raison, tu la découvres en fait après coup. Et donc c'est vrai que dans le Nord, il y a eu pas mal de sinistralité. Alors il y a quand même plein de projets qui sont très bien passés. Oui, bien sûr. Mais tu as une sinistralité locative qui est assez prégnante. Et comme nous, on a fait 1500 ventes, la loi des grands nombres fait qu'on a à peu près tout vu. Donc on a des immeubles qui ont été infestés par un champignon en arrêté d'insalubrité. Il y a eu pas mal d'arrêtés d'insalubrité parce que tu as du bâti fragile. Parfois, tu ne le vois pas à la visite, tu ne le vois pas au diag. Tu as des locataires qui sont des populations vulnérables et parfois dangereuses. Hein. Donc on a eu des meurtres dans les immeubles. Je crois qu'à Merville, il y en a eu un, je ne sais pas si tu te rappelles. Il y en a eu un chez Claire-Leray aussi à Amiens. Oui, c'était à Amiens. J'ai eu des... Ah ouais, il y avait eu un meurtre carrément. Ouais. Sur Roubaix, tu as mon gestionnaire Hugo qui se fait fracasser les vitres dès qu'il va demander le loyer. Les mecs, ils payent qu'en cash. Quand c'est une locataire, elle est prostituée. Quand c'est un locataire, il retourne en tôle tous les 6 mois, donc l'appart, il est vide. Il y a un type qui a foutu le feu à Hénin-Beaumont, donc l'immeuble il a brûlé, l'assurance nous a pas remboursé parce qu'il y avait un problème sur le CERFA. On a vécu plein d'horreurs, quoi, et on a des cicatrices, des traumatismes, et ces cicatrices et ces traumatismes qui fait qu'aujourd'hui on est beaucoup plus prudent, armé, parce qu'on a vu des trucs, on sait à quoi ressemble le scénario du pire. Oui, tout à fait. Il y avait une mode aussi à Roubaix, c'était la colocation. Alors, il y a colocation et colocation. Parce qu'il y a colocation, tu es près des facs, près des écoles. Bon, ça match, il y a quand même une demande. La demande. Voilà, okay. Ça marche. Mais il y en a qui proposent des colocations où derrière, tu vas jamais louer. Il n'y a pas un jeune qui va aller dans un quartier complètement... Un peu mal famé. Oui, et je ne sais pas qui est responsable dans ce cas-là. Parce que d'un côté, nous, on propose des produits patrimoniaux et cool et safe aux clients. Ouais. Le client n'en veut pas. Te dit, ouais, mais ton concurrent, toi, tu proposes du 8, ton concurrent, il propose du 12. Et alors, évidemment, c'est ton rôle. Mais quand tu es en survie financière et que tu dois faire rentrer du cash dans ta boîte et que tes concurrents, ils vendent du 12, eh ben, tu es un peu obligé de te plier et dire bon, ok, on va aller faire de la coloc en banlieue de Roubaix parce qu'il y a un formateur à Dubaï qui t'a vendu ça et qui a dit que tu allais être rentier dans 5 ans. Donc moi, je vais me plier aux règles du jeu. Quand on a levé des fonds et qu'on était un peu moins désespéré, on a essayé d'être solide là-dessus et de s'empêcher de vendre des trucs à problème, même s'ils étaient plus rentables et plus faciles. On a réussi à remonter un peu en patrimonial. Mais voilà, c'est triste parce que dès que tu te lances dans l'investissement locatif, tu es obligé de suivre cette tendance-là au début parce que tes clients ne veulent que ça. Et c'est à toi de faire de la pédagogie, quoi. Ouais. Démystifier un peu le mot cash flow parce qu'on l'entend tout le temps. Tu vois, même l'autofinancement, tu dis ça n'est que autofinancé. Mais pour moi, c'est pas au-delà. En fait, pour moi, si tu es au-delà de l'autofinancement, tu as pris des risques qui sont inutiles. Il ne faut pas viser plus que l'autofinancement. Moi, dès qu'on présente un projet, pour moi, avec du cash flow, tu vas plus là. Je touche même pas. Parce que je sais que cash flow égale au rendement égale au risque. Et moi, j'ai plus envie de prendre de risques, en fait. En fait, le problème, je pense, c'est qu'on a trop vendu l'immobilier comme une substitution de travailler. Les gens se disent, OK, je veux plus travailler, je vais faire de l'IMO. Tu peux être rentier. Non, mais attends, tu peux être rentier dans l'IMO, on en connaît. Mais c'est à plein temps. C'est full time. Oui, c'est Guillaume. Guillaume, il est rentier dans l'IMO. Enfin, de facto, si tu fais tourner ton patrimoine, tu es rentier. Et moi, j'en connais plein des rentiers d'IMO, mais c'est des mecs qui sont rentiers, mais qui bossent de 8h jusqu'à 21h tous les jours. C'est un vrai boulot, quoi. C'est un boulot. Tu peux vivre de l'IMO si tu es full time. C'est du travail et c'est pas du court terme. Ouais, tu peux faire du marchand de biens, tu peux faire les travaux toi-même, tu peux faire plein de trucs qui vont t'optimiser tes coûts, ton rendement et tout, mais c'est un arbitrage à faire entre est-ce que je veux quitter mon job et faire que de l'IMO. Et l'IMO, on peut aimer ça, mais il faut aimer le terrain, quoi. Hein. Quand il pleut et que ton locataire il t'ouvre pas et que tu es entre Paris, Roubaix et Lille et que tu es en... Enfin, tu vois, c'est aussi... Il y a eu des moments où on était fatigué, quoi. Ah ouais. Surtout sur le démarrage. Après, quand on s'est structuré, on avait une équipe locale, donc après, on pouvait l'utiliser pour ces choses-là. Mais c'est vrai qu'au démarrage, c'est physique. Hein. Ouais, okay. C'est littéralement vraiment physique. Hein. Ouais. Okay. Et du coup, les amis, comment vous voyez un peu l'année 2025 en termes d'immobilier? Parce qu'on a une actualité un peu pas morose, mais presque. Je sais qu'il y a un rétropédalage là sur le LMNP. Les frais de notaire, on y va, on n'augmente pas. Primo-accédant, pas primo-accédant. Quelle est un peu votre vision, vous, sur
sur 2025? Je dirais même déjà ce dernier trimestre 2024, du fait que au niveau du gouvernement, il n'y a pas de vision. Manque de stabilité. Il y a pas une vision claire. Il y a, un coup, on fait ceci, un coup, on fait cela. On va taxer à mort. Après, non, finalement, ça ne va pas passer. Enfin, de ce fait-là, le manque de visibilité donne beaucoup d'attentisme. Donc, les gens, ils se disent sur quoi on va tomber. J'ai quelques clients. Le Airbnb, ça va être compliqué. Ils veulent taxer, machin. Donc, je pense qu'il y a une petite pause où les gens attendent d'avoir justement de la visibilité. Et je pense qu'on le voit aussi sur les marchés, le CAC 40, il ne performe pas du tout par rapport à l'ensemble des classes d'actifs, que ce soit sur d'autres places, parce que justement, aujourd'hui, on n'avance pas sur ces sujets-là, sur le budget. Et je pense que ce manque de visibilité ne permet pas aujourd'hui de redonner du dynamisme. Et puis, on n'a pas non plus... on voit que le gouvernement... il ne va pas franchement parce qu'il a peur aussi d'un retour. Il n'a pas de marge de manœuvre, en fait. C'est parce que je pense que les Français sont vite aussi dans la rue, quoi. On parle déjà de préavis de grève au niveau de la SNCF. Il n'y a pas tout tout n'est pas sorti. On entend déjà des grèves. Ouais. Le côté révolutionnaire, peut-être un petit peu de la France, ne permet pas non plus au gouvernement de prendre vraiment des choix difficiles, justement. Et malheureusement, c'est ce qu'il devrait faire. Je pense qu'il devrait vraiment y aller franchement à cutter le budget, un peu comme une entreprise, hein, à un moment donné, quand tu vois que tu as des difficultés. Même dans l'immobilier, sachant qu'on a quand même toujours cette crise du logement qui perdure. Alors, pas dans l'immobilier, parce que, de toute façon, là, s'il n'y a pas de transaction, il n'y a pas aussi de rentrée fiscale, donc c'est contre-productif. Donc, il faut qu'ils essayent de trouver quelque chose qui donne confiance à l'investisseur pour y aller sur la partie immobilière. Mais je pense que le fonds, il est déjà assez général, on va dire, aujourd'hui, de visibilité sur que ce soit sur le budget. Et vous pensez que c'est une bonne idée, ce qui se passe actuellement avec le Airbnb, de mettre des quotas, d'instaurer ce genre de quotas pour... favoriser le logement, éviter que les villes ne deviennent pas des villes d'Airbnb, qu'il n'y ait plus personne qui puisse se loger. Écoute, ça part d'une bonne intention, hein, comme le plafonnement des loyers. Le problème, c'est que dès que tu fais intervenir l'État dans un marché librement régulé, ça crée des effets pervers. Ouais. Tu vois, le plafonnement des loyers qui part d'une excellente intention, hein, en fait, il fait monter les loyers. C'est ça qui est dingue, parce que en fait, tu plafonnes les loyers, donc les gens, ils investissent plus, ils se retirent. Parce que c'est pas rentable, hein. Avec un loyer plafonné à Paris à 30 €, t'investis pas. Du coup, tu n'as plus d'offres de location. Du coup, les locataires, ils ont plus d'appartements et c'est pour ça qu'il y a une crise du logement. En Argentine, les gens disent que c'est un dictateur, mais Milei, il s'appelle le nouveau président argentin. La première mesure qu'il a prise, c'est supprimer l'encadrement des loyers à Buenos Aires. Ouais. Les loyers se sont effondrés. Parce qu'en fait, tout le monde est revenu en disant putain, il n'y a plus de loyer encadré, ça y est, j'y retourne. Du coup, tu as une oversupply, un excès d'offres. L'offre à la demande. Et c'est la loi de l'offre et la demande. Et oui, c'est ça. Et moi, j'en suis presque à me dire, franchement. Le marché se régule, en fait, de lui-même. Il se régule très bien tout seul. Naturel, et dès que tu veux intervenir, tu crées littéralement l'inverse. Quand tu augmentes les impôts, tu as moins de recettes fiscales parce que tu décourages le business. À un moment donné, c'est quand on part dans l'excès. J'en suis presque à me dire que. Moi, là, sur le marché parisien, c'est grâce à l'encadrement que je peux louer si cher. Parce qu'en fait, l'encadrement, il s'applique dans certains cas de figure. Moi, je loue dans des cas de figure qui ne sont pas soumis à l'encadrement. Mais la raison, par exemple, je fais du bail civil, fractionné, je fais du bail société, je fais tous les types de baux qui ne sont pas soumis à l'encadrement. Je fais pas de bail en résidence principale. L'encadrement, il s'applique aux résidences principales. Si demain, ils suppriment l'encadrement des loyers, les loyers vont baisser et mon business sera moins rentable. Et donc, littéralement, le gouvernement... C'est comme sur... tu veux légaliser le cannabis, hein, tu veux légaliser les drogues, en fait, les dealers ont tout intérêt à ce que la drogue soit interdite. Bien sûr. Parce que ils perdent leur business. Sinon, c'est un produit à marge. Et donc, en voulant... En fait, malheureusement, si tu veux régler le problème de la drogue et des cartels, il faut légaliser le truc. C'est que comme ça que tu peux lutter contre. Aussi. Et donc, c'est que des effets pervers. Donc, tu encadres les loyers, ils explosent. Parce que tu n'as plus d'offres. Donc, tu as la loi de l'offre et de la demande. Ceux qui continuent à louer, ils ne respectent pas l'encadrement, mais comme ils sont en monopole, ils mettent un loyer débile et voilà. J'ai l'impression qu'un peu au gouvernement, ils n'ont pas
On est rempli de technocrates, de personnes qui n'ont pas de vision terrain, d'expérience terrain. Comme chez Mastéos au board, quoi. On peut faire un parallèle, mais je pense surtout dans l'immobilier, quoi. L'immobilier, on a besoin d'avoir des gens qui ont vécu l'immobilier pour derrière prendre les bonnes mesures. Parce que, après le football, je pense que c'est la deuxième passion des Français. Ouais, c'est vrai. Non, mais blague à part. Ouais, c'est vrai. Dès que tu as ton CDI, qu'est-ce qu'on te dit directement? C'est achète ta maison. Pas suffisamment. Toi, tu es courtier, donc tu as une déformation professionnelle, mais c'est vrai Aussi, que je trouve ouais. qu'il n'y a pas assez de gens qui se rendent compte du pouvoir d'un CDI. Moi, j'ai jamais eu de CDI dans ma vie, j'ai jamais pu emprunter. Et les gens qui sont en CDI, bon, peut-être que leur vie est à moins d'adrénaline qu'un entrepreneur, mais ils ont une chose que nous, on n'a pas. Ils ont une capacité à se faire financer des biens qui seront remboursés par des locataires et à s'enrichir passivement. Et il y en a qui n'exploitent pas cette capacité d'emprunt. Ouais. Et c'est dommage, quoi. C'est vraiment... pour peu que tu fasses pas une coloc en banlieue de Roubaix, il y a très très peu de chances de se planter. Et en fait, c'est comme une horloge suisse. Ton loyer va tomber, il va rembourser ton prêt. Et à la fin du prêt, tu seras propriétaire d'un bien, d'un patrimoine à 6 chiffres, voire à 7. Ouais, c'est ça. un bon remède contre la retraite, c'est ça? Pour la retraite, plutôt. Ah bah ouais, tu peux pas faire C'est mieux. le remède numéro Si un, tu te je laisses le temps, tu vois, c'est des engagements sur 20 ans. Et Ouais. si tu vas pas investir dans des zones que tu connais pas, c'est inratable. Tu deviens millionnaire Ouais. mécaniquement, comme une horloge suisse. Tous les mois, tu t'enrichis du montant du loyer qui rembourse un prêt qui a été financé par la banque, qui est payé par ton locataire. Tu n'as rien à faire. Juste faire ça avec patience Oui. et méthode et être bien C'est une accompagné. stratégie. Sans long prendre de terme. raccourcis. Ouais. Ouais, parce que les raccourcis, finalement, Bah oui. quand on C'est- voit Quand on veut que ça rentre vite et qu'il y a du cash flow, etc., c'est qu'il y a du C'est ça. risque et souvent c'est contre-productif, quoi. puis les taux baissent. C'est ça, il baisse un peu, donc ça devrait repartir. Mais les raccourcis, c'est Oui, comme oui. dans l'entrepreneuriat. En fait, aller lever des fonds chez le VC, c'est un raccourci. Prendre des stéroïdes en musculation, c'est un raccourci. Aller chercher du cash flow positif en investissement locatif, c'est un raccourci. Et donc, tu as toujours un retour de bâton Oui. si tu vas aller plus vite que le système, quoi. Donc, parfois, ça marche. Il y a des... quand même. Mais l'idée, c'est que si tu veux être millionnaire de manière sûre, sans diplôme, sans rien, avec ton pauvre CDI, Ouais. je te garantis que tu seras millionnaire dans 20 ans si tu prends 20 ans et si tu essayes pas de gagner une année de plus. Ok. Vraiment, dans 20 ans, tu C'est es intéressant, millionnaire. ça. Oui. Je pense que- N'importe c'est ça. qui, je le rends millionnaire en 20 ans, mais pas en Tony. 15, Oui, bah oui. Oui. Ouais. avec de l'immobilier financé par de la dette qui est remboursée par tes loyers. Mais ce genre de message, il est très fort, il est intéressant, mais il est dur à être audible, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on veut tout rapidement, dans l'hyperconsommation, l'hypercroissance, l'hyper-tout, on veut tout de suite. TikTok. Tu vois? Ouais, c'est ça. C'est dur de... Je pense qu'il faut diversifier avec peut-être l'immobilier sur une vision un peu long terme et puis quelques placements peut-être un peu plus court terme. Mais Ouais, mais les placements, il faut avoir le cash. oui, L'immobilier, tu n'as tout pas à besoin fait. de cash. C'est la banque. l'avantage. Du l'apport, quoi. Oui, encore. Tu as grosso modo pas besoin de cash. C'est Et vrai. c'est pour ça que c'est la classe d'actifs la plus démocratique qui existe. Et ça peut être un grand égalisateur entre les classes sociales parce que tu vois, tu es ouvrier, tu es en CDI, tu n'as pas de cash. En fait, tu peux te construire un patrimoine. Ah, la preuve avec Je suis Guillaume. désolé, mais voilà, Guillaume. Oui, c'est ça. En fait, t'en es le parfait Guillaume, exemple. tout à fait. il est de facto multimillionnaire. Moi, j'ai 0 sur mon compte. J'ai HEC, j'ai levé des fonds, j'ai essayé d'aller plus vite que la lumière. C'est Au fort. final, c'est toujours le CDI qui gagne si tu es patient. Ouais, c'est ça. C'est D'ailleurs, n'hésite pas à partager un peu de ta réussite avec ceux qui souffrent. Ceux qui sont dans je le le fais besoin. déjà un peu. C'est vrai. Donc, non, mais je suis complètement d'accord avec Thierry. Il faut avoir quand même une vision long terme sur l'immobilier. C'est là où tu t'enrichis le plus. Après, moi, je travaille avec 2 classes d'actifs. Donc, il y a l'immeuble de rapport, Ce que j'allais long poser. terme, Ouais. SCI-LIS. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'éviter de l'arbitrer parce qu'à la sortie, c'est assez douloureux ce type de bien. Donc, plutôt orienté justement pour la retraite, ça peut être pas mal. Ça fera un complément de revenu quand on a une baisse de revenus. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et il y a quelques opérations, je dirais pas, qui sont moins long terme, avec des arbitrages un peu plus courts. Je suis à peu près sur un arbitrage à 7 ans. Ok. C'est la petite maison, en déficit foncier. Alors, c'est des stratégies, on a besoin d'arbitrer parce que quand on commence à sortir du déficit, c'est assez douloureux. Donc, j'ai quelques montages avec quelques clients sur des petits achats. Donc, c'est la maison, classiquement, la mamie qui est décédée. Donc, la maison, À refaire, quoi. le bâti est intéressante. Sauf que la partie travaux est assez importante. Donc, on dégage un déficit, Ok. une projection de déficit qui est assez importante.
Donc, de cette là, j'ai quelques clients qui ont par exemple une TMI à 41%. Hein, Forte fiscalité de base. Donc voilà, Ok. on est quasiment autofinancé sur ces biens-là. Ok. On va acheter à peu près ça 60-70 000. Il y aura 40 à 50 000 euros de travaux et c'est des loyers aux alentours des 800 euros. C'est le truc très packagé que je vends. C'est un comme peu ça. ta tendance sur 2025 pour toi, du coup, ça va être Alors, un peu le focus de l'année? En fait, c'est assez complémentaire. C'est-à-dire que ces gros profils clients que j'ai en portefeuille, on fait de la SCI à l'IS classiquement. Mhm. Et à côté, on fait des petits projets donc de ce type où on va la viser. Le taux de rotation, c'est à peu près à 7 ans. C'est-à-dire qu'on achète une première maison, la première année, elle va générer un déficit à peu près jusqu'à 4-5 ans. Et à la 4e année, on rachète un bien pour rester dans le déficit, encore à travaux, du même type. Ok. Et la première qu'on a achetée, on la revend à la 7e année, en fait. Et le client le récupère un peu de, Voilà, un il peu de cash récupère. derrière. En fait, sur cette Pour première réinvestir. maison, vu qu'il a une TMI de 41%, il a un cash flow fiscal, finalement, Ouais. qui est de 4 000 euros. Nouveau terme, cash flow fiscal. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, le bien est à peu près autofinancé et il va gagner un peu plus de 4 000 euros de Ok. fiscalité pendant cette période-là. Ok. Donc, il y a un effet cumulé, on va dire, de gain fiscal pendant la période de détention du bien Ouais. et le fait qu'il a amorti le bien au bout de En la plus. 7e année. Donc voilà, s'il vend à peu près flat, c'est-à-dire que les travaux, sans faire de plus-value, hein, si on est à peu près flat, qu'on a fait des travaux dans une certaine intelligence orientée quand même sur la revente, Ouais, pour valoriser le bien. sans, Ouais. sans vision de plus-value, hein, parce que j'indique jamais aux clients qu'on va faire une plus-value, c'est la cerise, on va dire, sur le gâteau sur ce type de projet. On arrive sur ces petits biens à des projections entre 45 et 50 000 euros à la sortie. Ok. Donc, ce qui est assez intéressant. Donc, j'ai quelques clients sur ce type d'actifs, quoi, qui est assez récent. T'en penses quoi, toi, Thierry, de ce genre de produit? Tu connaissais un peu la petite maison à déficit foncier pour. On en a fait. Hein. On en a fait? Ouais, si, Ouais, si, c'est très bien. on en a mais fait. moi, j'essaye de me recentrer sur Paris, donc, parce que rien ne remplace l'expertise locale. Ouais. Ouais, c'est très bien. La maison en déficit foncier. Tu Oui, peux oui. le passer en LMNP à un moment ou pas? Oui, Bon, bah voilà. mais tu es obligé de garder un certain temps encore Ouais. en foncier. Ouais. Tu ne peux pas arbitrer tout de suite. 6 ans. Ouais. Ok. Écoute, moi, mon produit, c'est le petit studio parisien à moins de 100 000 euros à l'achat, qui est autofinancé d'ailleurs, en location bail civil. Ok. C'est un produit qui est un peu difficile à comprendre parce que c'est tout petit. Il y a quand même un petit stress réglementaire parce que c'est des types de baux qui sont un peu exotiques qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, D'accord. difficile à appréhender pour le particulier. Mais je trouve que c'est le produit idéal pour un investisseur. Parce que tu es quand même autofinancé en plein Paris sur Dans un petit Paris. studio avec des budgets abordables. Je vois pas comment je peux faire mieux que ça, quoi, vraiment. Oui, et puis ça, enfin, je parle à l'ancien courtier, mais je suis courtier également, mais ça se finance assez facilement. Moins de 100 000 euros à Paris, Oui. Ouais, J'ai envie de te dire, typiquement, ce qui permet sur aussi 25 ans, ça peut C'est être. vrai. Tu m'as fait des super financements d'ailleurs. Donc, C'est pas fini. Bon, très bien. Bah, écoutez, nickel. Dernier point pour conclure, pour terminer avant la sieste. ce magnifique podcast. Ouais, on n'a même pas mangé en plus d'ailleurs. Oui. Comme vous le savez, dans l'iceberg, on plonge dans plein de choses et on connaît plein de choses sur vous, même des petits secrets, des petites anecdotes. Et dernièrement, alors, je vais juste me retourner. Hop là. J'ai Wow. une petite carte avec des secrets vous concernant un petit peu, les amis. Et Oh là. je vais demander à... Alors, attends. J'espère qu'il n'y a rien sur ma vie sexuelle parce que sinon je suis mort. Je vais demander à Guy. Hop là. Tu vas la lire, tiens. Ah, ok. Pour Thierry. Donc, j'ai une voiture à faire nettoyer. Penses-tu pouvoir m'aider sans rayer la carrosserie? Ah, t'es chaud. Il est ultra chaud. Je pense qu'il a écouté un podcast Alors il n'y a là, pas il longtemps. est- Je me suis bien renseigné. C'est très niche. Je me suis bien renseigné. C'est drôle. Donc, ma première boîte, j'étais ici les Molinos et j'avais 11 ou 12 ans et j'ai lancé une boîte de nettoyage de bagnoles là où j'habitais sur l'île Saint-Germain. Et donc, Ok. les gens, ils rapportaient leur voiture chez moi et je la nettoyais. Et puis un jour, je me suis lâché et j'ai mis du Capex et j'ai acheté une lustreuse. Donc, je suis allé chez Laura Merlin ou Kiloutou, je sais plus. Et je me suis récupéré une machine à lustrer pour la carrosserie. Bon, j'ai un peu zappé le mode d'emploi et il y a ma voisine qui m'a apporté sa Mini Cooper toute neuve Tiens donc. et j'ai appliqué, ça s'appelle une lustreuse, je crois, Oui. sur la carrosserie et c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et du coup, ça m'a rayé toute la carrosserie. À peine j'ai posé le truc, ça m'a éclaté la peinture.
Et je me suis retrouvé avec ma première liability, comme on dit, enfin ma première créance. En fait, je lui devais une carrosserie, quoi. Donc je suis allé voir papa, maman. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, j'ai merdé. En plus, c'était ma deuxième cliente et ils ont dû repayer la carrosserie de la Mini Cooper de ma voisine. Désolé, Véronique Seignol, pour ce défaut de. Et du coup, c'est ce qui t'a donné envie de faire de l'entrepreneuriat, c'est ça? En fait, j'en ai fait, on en a tous fait, on a tous vendu des pains au chocolat à ses voisins à un moment, j'imagine, mais c'est vrai que moi, j'ai fait ça. C'était les parfums. Ouais, c'est ça. et moi, de la drogue aussi, à un moment. Mais c'est vrai qu'à chaque. Je plaisante. À chaque fois, tu te plantes à un moment, quoi. L'entrepreneuriat, c'est toujours avec son lot de risques. Tu rayes la carrosserie. Il y a un bien locatif qui ne performe pas, tu te plantes, tu te relèves, tu continues, mais c'est impossible de faire de l'entrepreneuriat sans se planter un moment et prendre des coups, quoi. Le principal, je suis d'accord. C'est de rester transparent, je pense, et d'assumer. Ouais, il faut vraiment assumer ses échecs. Et puis c'est comme ça qu'on avance. Je pense que c'est le lot d'échecs qui permet justement de travailler différemment, de faire aussi attention, mais il faut aussi avoir, je pense, au fond de soi, l'envie d'entreprendre, parce que ça aurait pu carrément te calmer et dire moi, c'est tout, je resterai salarié, bon, j'arrête et j'ai été vacciné. C'est terrible, parce qu'en plus, j'avais gagné 100 balles au moment où c'est arrivé et je devais 10 000, enfin, je sais pas combien ça coûte une carrosserie, mais c'est des milliers d'euros. Ça peut valoir cher. Ouais. Surtout une Mini. Ouais. C'est terrible, quoi, t'imagines? Ouais, pas très rentable. Ça refroidit direct. Non, faites pas alors. Vous lisez le mode d'emploi. C'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi. Lisez le mode d'emploi, les amis. Ok. C'est parfait. Attends, merci. mais moi je veux voir les autres trucs, c'est pas possible. Non, c'est secret. C'est secret. Et ça, c'est que des secrets, ouais. Faudra venir au prochain épisode. Ok, ça marche. Ça marche? Ouais. Bon, parfait. En tout cas, merci d'être venu pour cette première. Merci Naïm. Merci Naïm. Bon retour et à bientôt. Salut. Ouais. Salut, ciao. Ciao. Hop là. Très bien. Ça va? Ouais, c'était de la balle. On a tenu combien de temps?